Ma sœur a publié sur Instagram, célébrant mon départ et me qualifiant de parasite de 31 ans. Ma tante a ajouté des remarques sur mes échecs, mon ex a liké, et 50 commentaires m'ont rabaissé. J'ai tout capturé, j'ai aimé chaque insulte, puis j'ai attendu 5 jours. Ensuite, ils ont découvert ce que je cachais, entraînant 57 appels manqués. Ma sœur a publié une photo de mes valises bouclées sur Instagram pour que tout Paris puisse la voir. La légende disait, la parasite de 31 ans est enfin partie, et je n'ai plus affaire à manger pour ma sœur chômeuse. En moins d'une heure, la publication avait récolté plus de 1400 j'aime. Ma propre famille a ri en me jetant dehors en plein orage, me tendant un billet de 100 € froissé comme à une mendiante. J'ai simplement souri, j'ai aimé la publication, et je suis sorti sous la pluie. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils venaient d'expulser la femme qui, secrètement, possédait le toit même qui les abritait. Le bruit sec de la fermeture éclair de ma valise a résonné dans le grand couloir de notre domaine familial à Neuilly-sur-Seine. J'emballais mes derniers chemisiers en soie avec une précision calme qui semblait exaspérer les personnes debout derrière moi. Amélie. Ma sœur de 28 ans s'appuyait contre l'encadrement de la porte en acajou, tenant son téléphone haut en l'air. Elle rejeta la tête en arrière et laissa échapper un rire éclatant et artificiel qu'elle réservait au dîner du cercle privé et aux vidéos sur les réseaux sociaux. « Écoutez ça », annonça-t-elle alors que son doigt manucuré faisait défiler son écran lumineux. Tante Brigitte vient de commenter, vous vous souvenez quand Céline a pleuré à 22 ans parce que MCDO avait rejeté sa candidature, et qu'elle est toujours au chômage? Quelle tragédie absolue. Amélie gloussa, s'appuyant sur l'épaule de son mari, Cédric. Cédric, un courtier en finance de 30 ans avec des cheveux parfaitement coiffés et un sourire arrogant, enroula son bras autour de sa taille et ricana. Honnêtement, dit Cédric, la voix dégoulinante de cette condescendance familière qu'il dirigeait toujours vers moi. Tes parents auraient dû commencer à lui faire payer un loyer il y a 5 ans. Je n'arrive pas à croire que vous la laissiez profiter de cet hôtel particulier pendant que le reste d'entre nous bâtit un patrimoine et contribue à la société. C'est épuisant de devoir entretenir quelqu'un qui n'apporte absolument rien. J'ai fermé ma valise et je me suis levé, lissant le devant de mon pantalon sur mesure. Je n'ai pas élevé la voix ni ne me suis défendu face à cet homme qui me faisait la morale sur la richesse à l'intérieur même de ma maison d'enfance. Je me suis simplement tourné pour faire face à mon père, Henri, qui se tenait au bas du grand escalier, les bras croisés sur la poitrine. Il portait sa tenue de golf, irradiant l'autorité bien pensante d'un ancien cadre bancaire à la retraite qui se souciait davantage de sa réputation au club que de sa fille aînée. Henri a monté les dernières marches et s'est arrêté à quelques centimètres de mon visage. Il a plongé la main dans sa poche, en a sorti un billet de 100 € froissé et me l'a jeté sur la poitrine. Le papier a voleté pathétiquement jusqu'au parquet. « Prends un taxi », a-t-il ricané, sa voix résonnant sur le plafond voûté. Depuis le jour où tu t'es assise dans la cuisine en sanglotant pour avoir raté ce test de management en restauration rapide il y a 9 ans, j'ai su que tu ne porterais jamais l'héritage de cette famille. Tu es une tache sur notre nom, Céline. Une femme sans ambition, sans carrière et sans classe. Tu nous fais honte, à ta mère et à moi, à chaque fois que nous devons expliquer pourquoi notre fille aînée vit encore dans sa chambre d'enfant. Ne nous appelle pas quand tu seras à court d'argent. Ma mère, Valérie, se tenait juste derrière lui, serrant son collier de perles et hochant la tête en signe d'approbation. Elle m'a regardé, non pas avec l'amour d'une mère, mais avec une pure gêne sociale. Tu dois apprendre comment fonctionne le monde réel, Céline, dit-elle froidement. Amélie et Cédric ont une belle vie parce qu'ils travaillent dur. Tu ne peux pas simplement t'attendre à ce que nous portions ton poids mort pour toujours. J'ai baissé les yeux vers le billet de 100 € posé près de mes talons de créateur. J'ai pensé à l'ironie de leurs accusations. Ils me faisaient la leçon sur le travail acharné et le parasitisme, complètement aveugles à la réalité de leur propre survie financière. Ils adoraient jouer la comédie de l'excellence bourgeoise pour leurs amis de la paroisse chic et les galas mondains, prétendant que leur richesse était infinie et inébranlable. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai pas crié, ni supplié, ni essayé de justifier mon existence auprès de personnes qui s'évertuaient à me rabaisser. Au lieu de cela, j'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert Instagram et je suis allé directement sur la page publique d'Amélie. J'ai regardé les chiffres d'engagement grimper sur la photo de mes bagages. 1467 j'aime. J'ai tapoté l'écran et j'ai moi-même aimé la publication. J'ai fait défiler jusqu'aux commentaires méchants de tante Brigitte sur mes échecs passés, et je l'ai aimé aussi.
J'ai même trouvé un commentaire de mon ex-petit ami, Tristan, disant qu'il avait évité une catastrophe, et je me suis assuré d'aimer son misérable ajout à la pile. Puis j'ai glissé mon téléphone dans ma poche et j'ai attrapé la poignée de ma valise. Je suis passé devant mon père, ignorant son billet froissé sur le sol. Je me suis arrêté juste devant Cédric, soutenant son regard arrogant avec une immobilité glaciale. « Continue de profiter de cette maison, Cédric, ai-je dit, d'une voix dangereusement calme. Continue d'en profiter aussi longtemps que tu le pourras. » Cédric a pouffé de rire en levant les yeux au ciel, mais une lueur de confusion a traversé son visage. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je leur ai tourné le dos et j'ai franchi les lourdes portes d'entrée en chaîne pour me retrouver sous une pluie battante. L'orage s'abattait sur le pavé, trempant instantanément mes vêtements, mais l'eau glacée me fit l'effet d'un baptême. « Bonne chance au foyer pour sans-abri », a crié Amélie depuis la sécurité au sec du porche, sa voix couvrant le tonnerre. J'ai continué à marcher le long de la longue allée circulaire, la tête haute. Juste au moment où son rire cruel retentissait à nouveau, des phares doubles ont percé les lourds rideaux de pluie, fendant l'obscurité de la tempête, attendant mon arrivée. À travers la pluie torrentielle, une élégante Mercedes Maybach noire personnalisée a glissé silencieusement sur l'allée sinueuse du domaine. Les pneus ont sifflé contre le pavé mouillé, s'arrêtant en douceur juste au bord des marches du porche, là où la pluie rencontrait le marbre. Le luxe imposant du véhicule éclipsait complètement la berline de luxe si chère à mon père, garée à proximité. J'ai pu sentir le changement soudain d'atmosphère derrière moi. Les rires cruels qui résonnaient depuis le pas de la porte ont brusquement cessé. J'ai tourné la tête juste un peu pour voir les expressions sur leurs visages. Mon père, Henri, se tenait figé, la bouche légèrement entr'ouverte, sa posture d'autorité absolue se brisant en temps réel. Amélie a baissé son téléphone, les yeux écarquillés par le choc, essayant de comprendre ce qu'elle regardait. Cédric, qui quelques instants plus tôt ricanait sur ma prétendue pauvreté, s'avança hors de l'ombre de la porte, dévisageant le véhicule avec un mélange de confusion et d'envie non dissimulée. Les portes de la maison restaient ouvertes. Mais le silence absolu de ma famille était assourdissant, couvrant même le bruit de la pluie. La porte côté conducteur de la Maybach s'est ouverte et un homme vêtu d'un costume anthracite sur mesure impeccable est sorti sous l'orage. Il se mouvait avec une précision militaire, totalement imperturbable face aux intempéries. Il a ouvert un grand parapluie noir et a marché d'un pas vif autour de l'avant du véhicule de luxe, s'arrêtant directement devant moi. Il a complètement ignoré le public stupéfait debout sur le porche au-dessus de nous, m'abritant entièrement de la pluie glaciale avec le parapluie. L'eau ruisselait sur les bords de la toile, créant un espace privé et silencieux entre nous, tandis que ma famille regardait avec une incrédulité absolue depuis le porche au sec, incapable d'assimiler la scène qui se déroulait dans leur propre allée. Le chauffeur a tendu une main gantée et a pris ma lourde valise, la glissant sans effort dans le coffre spacieux de la Maybach. Il s'est ensuite dirigé vers la porte arrière côté passager et l'a ouverte, révélant l'intérieur immaculé en cuir crème, illuminé par l'éclairage d'ambiance tamisé de l'habitacle. « Bonsoir, patronne » a-t-il dit, sa voix claire et professionnelle portant facilement par-dessus le bruit de la tempête. « Les acquisitions que vous avez demandées ont été finalisées, et le conseil d'administration attend votre arrivée aux Pentouses. » J'ai hoché la tête, sentant le poids immense des 3 dernières décennies s'envoler enfin sous la pluie. Je me suis retourné une dernière fois pour faire face aux personnes qui venaient de me jeter comme une ordure. Mon père a fait un pas trébuchant sous la pluie, trempant ses chaussures de golf, ses yeux passant frénétiquement de moi au chauffeur en uniforme. « C'est » a-t-il balbutié, sa voix dépouillée de tout son pouvoir arrogant d'auparavant. « Qu'est-ce que c'est ? À qui est cette voiture ? » Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement baissé les yeux vers l'allée. Le billet de 100 € froissé qu'il m'avait jeté à la poitrine avait volé en bas des marches et flottait maintenant pathétiquement dans une flaque de boue près de mes pieds. L'encre bavait dans l'eau sale, parfaite représentation de son amour creux et conditionnel. Je l'ai enjambé sans un deuxième regard. Je me suis glissé dans le luxueux siège arrière de la Maybach, m'installant dans le cuir souple alors que les sièges chauffants commençaient immédiatement à dissiper le froid de l'orage. Le chauffeur a fermé la lourde porte avec un bruit sourd et solide, coupant les sons de la pluie et les voix paniquées et confuses de ma famille. À travers la vitre teintée striée par la pluie, j'ai regardé Cédric se précipiter au bord du porche, le visage pâle, sa façade de courtier arrogant se dissolvant complètement en un regard de pure stupéfaction. Il a attrapé le bras d'Amélie, pointant la plaque d'immatriculation de la voiture, essayant de comprendre comment la belle-sœur dont il venait de se moquer parce qu'elle était au chômage repartait dans un véhicule valant plus que tout son salaire annuel.
Ma mère, Valérie, serrait sa poitrine, fixant la voiture qui s'éloignait comme si elle venait de voir un fantôme. Le moteur s'est mis à ronronner, incroyablement silencieux, mais indéniablement puissant. Alors que la Maybach quittait lentement le trottoir et descendait la longue allée, laissant ma famille toxique debout sur le porche sous l'averse glaciale, je n'ai plus regardé en arrière. Ils avaient fait leur choix, et je faisais enfin le mien. À l'intérieur du sanctuaire silencieux de la voiture, la paroi de séparation insonorisée est montée en douceur, me séparant du chauffeur. L'éclairage d'ambiance est passé à un bleu apaisant, et j'ai laissé échapper un long souffle, relâchant les derniers vestiges de la fille qui avait pleuré pour un rejet de fast-food 9 ans plus tôt. J'ai plongé la main dans la console centrale et j'ai sorti ma tablette cryptée et sécurisée. L'écran a illuminé mon visage, affichant un tableau de bord complexe des marchés financiers mondiaux, de portefeuilles immobiliers et d'acquisitions d'entreprises. Je n'étais pas une ratée au chômage cachée dans sa chambre d'enfant. J'étais la fondatrice et directrice générale anonyme d'Apex Investissement, une société de capital investissement impitoyable et hautement performante, connue pour le rachat agressif d'entreprises en faillite et d'immobilier de luxe en difficulté à travers tout le pays. J'avais passé ces dernières années à bâtir un empire financier massif, totalement sous le radar, tout en laissant ma famille croire que je ne faisais rien de ma vie. Le voyant de notification de la tablette a commencé à clignoter et la ligne sécurisée a retenti dans le système audio de la voiture. J'ai appuyé sur l'écran pour accepter l'appel. La voix de mon avocat principal a rempli l'habitacle silencieux, semblant incroyablement satisfaite. « Bonsoir, mademoiselle » a dit mon avocat respectueusement. « Je vous appelle pour confirmer que nous avons acquis avec succès les portefeuilles de créances que vous avez demandés cet après-midi. Les documents sont entièrement signés et sécurisés. Nous possédons désormais l'intégralité des prêts commerciaux de l'entreprise de Cédric, qui sont actuellement en défaut de paiement grave. Et plus important encore, nous avons également réussi à racheter la seconde hypothèque secrète que vos parents ont contractée sur leur domaine. Nous avons toutes les cartes en main maintenant. Quels sont vos ordres ? Le lendemain matin, le soleil a percé les nuages de l'orage, projetant une lueur dorée et brillante sur la vaste ligne d'horizon de la Défense et de Paris. J'étais assise dans le salon vitré du sol au plafond de mon Penthouse de Neuilly-sur-Seine, resserrant un lourd peignoir en soie autour de mes épaules. Mon téléphone reposait sur le froid îlot de cuisine en marbre, bourdonnant continuellement avec un flux infini de notifications. Il ne s'était écoulé que 24 heures depuis que j'avais publié cette photo de mes bagages sous la pluie, mais le premier jour de mon absence s'était déjà transformé en un spectacle public massif pour la haute société de la ville. La publication était devenue complètement virale dans les cercles très fermés de l'élite parisienne. Les statistiques d'engagement montaient en flèche, alors que les membres du club privé local et les mondaines de la paroisse traitaient ma prétendue chute comme un événement sportif du week-end. Mon téléphone a sonné à nouveau et je l'ai ramassé pour voir un flot de nouveaux messages de mon cousin Maxime, le seul membre de la famille qui avait toujours vu au-delà de la façade profondément toxique de mes parents. Maxime me transférait discrètement des dizaines de captures d'écran d'un nouveau groupe de discussion familiale privée que tante Brigitte avait créé tard la nuit dernière. Elle m'en avait évidemment exclu, mais le titre de la discussion était très visible sur les captures, le départ de la parasite. J'ai fait défiler les images numériques, regardant les membres de mon propre sang me démolir avec une joie absolue. Tante Brigitte avait lancé les hostilités avec un long paragraphe agressif expliquant qu'elle avait toujours su que je manquais de la volonté sophistiquée requise pour être une femme de notre rang. Elle affirmait que j'étais une pathétique mise en garde pour les plus jeunes cousins, un triste exemple de ce qui arrive quand on refuse de se battre et qu'on attend des aides de l'État. Amélie a répondu rapidement avec des rangées d'émojis pleurant de rire, se vantant de l'espace supplémentaire qu'ils avaient maintenant que mes vêtements bon marché étaient enfin hors de la chambre d'amis. Cédric a ajouté son grain de sel juste après, disant que mon départ allait enfin cesser de tirer vers le bas l'esthétique et la valeur de leur propriété. J'ai lu leurs blagues cruelles et leur manque de respect flagrant tout en regardant la ville tentaculaire que je possédais pratiquement. Ils riaient bruyamment dans un groupe de discussion, complètement inconscients que la femme silencieuse dont ils se moquaient détenait les clés absolues de toute leur existence financière. J'ai rafraîchi la page Instagram publique d'Amélie, regardant la section des commentaires gonflés à plus de 200 réponses. Le volume impressionnant de personnes fortunées se délectant de ma misère fabriquée était stupéfiant. Mais c'est le commentaire de ma mère, Valérie, qui a vraiment capturé la profondeur massive de leur délire collectif. Épinglé tout en haut du fil d'actualité, pour que tous ses amis mondains et ses connaissances de gala de charité le voient, se trouvait un paragraphe soigneusement rédigé, de la pure fiction manipulatrice.
Valérie a écrit une longue prière profondément passive-agressive sur le fardeau de l'amour vache et la nécessité de maintenir des normes familiales strictes. Elle remerciait publiquement Dieu de l'avoir bénie avec une fille comme Amélie et un gendre comme Cédric, louant leur prétendu succès financier et leur mariage magnifique et sans faille. Elle écrivait longuement sur la difficulté pour une mère de voir sa fille aînée refuser de s'investir dans le monde réel, mais déclarait que les incroyables réussites d'Amélie et de Cédric dans le secteur ultra-compétitif de la finance étaient les véritables piliers de l'héritage familial. Elle utilisait de manière flagrante mon humiliation publique pour sauver la face, essayant désespérément de projeter une image incassable d'excellence bourgeoise devant ses pairs moralisateurs. Valérie voulait que le monde entier croie qu'elle était une mère sainte et tolérante qui avait généreusement hébergé une enfant paresseuse tout en célébrant constamment sa fille prodige et son gendre blanc si prospère. En lisant ces mots creux, j'ai senti un détachement froid et lourd m'envahir complètement. Ma mère priorisait impitoyablement son fragile statut social au détriment de la réalité de ce qui s'était passé dans cette allée glaciale. Elle félicitait publiquement Cédric, un homme qui se moquait activement de sa propre chair et de son propre sang, juste pour maintenir l'illusion absolue d'une richesse générationnelle et d'un statut intouchable. Elle était tellement désespérée de protéger la réputation de la famille de tout défaut perçu qu'elle m'avait jeté au loup de l'opinion publique sans la moindre hésitation. Ils avaient tous intensément besoin de croire que j'étais un échec total parce que cela rendait leur vie profondément artificielle beaucoup plus impressionnante par comparaison. Ils avaient désespérément besoin de quelqu'un à mépriser pour ne jamais avoir à affronter la réalité terrifiante de leurs propres accomplissements vides et de leurs échecs grandissants. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je me suis dirigé lentement vers la machine à expresso sur mesure. L'arôme riche et sombre des grains torréfiés a rempli le penthouse calme et paisible. Je me suis versé une tasse bien chaude et je suis retourné vers ma tablette sécurisée, affichant les données financières brutes que mon équipe juridique agressive avait compilées pendant la nuit. J'ai siroté l'expresso noir pendant que mes yeux parcouraient la réalité dure et terrifiante de la vie lourdement endettée de Cédric. Son personnage de finance bro tape à accent grave l'œil, ses voitures de luxe en leasing et les sacs de créateurs hors de prix qu'il achetait constamment pour Amélie étaient tous construits sur un château de cartes qui s'effondrait rapidement. Sa société d'immobilier commercial perdait de l'argent chaque jour, et il était en défaut de paiement sur ses prêts d'entreprise massifs depuis plusieurs mois. Il se noyait profondément sous les dettes, et Apex Investissement en possédait désormais légalement chaque centime. J'ai tracé du doigt le solde numérique lumineux montrant sa faillite imminente et inévitable, juste au moment où une nouvelle notification a glissé en haut de l'écran de mon téléphone. Un message direct venait d'apparaître, et le nom qui y était attaché a fait geler mon café à mi-chemin de mes lèvres. C'était de Tristan, l'ex-petit ami extrêmement opportuniste qui m'avait largué 5 ans plus tôt parce qu'il prétendait que j'étais beaucoup trop dépourvu d'ambition pour son mode de vie effréné. J'ai ouvert le message direct, sentant un mélange familier de dégoût et d'amusement m'envahir alors que ces mots durs remplissaient l'écran lumineux. Tristan avait toujours été un maître du mauvais timing et d'une arrogance totalement injustifiée. Son message était d'une brutalité prévisible, dépourvu de tout sens de la décence humaine fondamentale ou de conscience de soi. Il a écrit qu'il avait vu la publication Instagram d'Amélie faire le tour de la scène sociale locale et qu'il devait me contacter pour se réjouir de ma chute publique. Il m'a dit qu'il était incroyablement heureux d'avoir échappé au pire en me larguant il y a 5 ans quand je pleurais à cause de ce rejet d'un fast-food. Il a dit que c'était profondément embarrassant de voir une femme dans la trentaine se faire jeter du manoir de ses parents comme un chien errant, et qu'il avait toujours su que je manquais de la volonté fondamentale pour réussir dans le paysage ultra-compétitif parisien. Il a continué en me prévenant explicitement de ne pas revenir ramper vers lui ou de lui demander un quelconque prêt personnel maintenant que j'étais officiellement sans abri et coupé de la richesse familiale. Il s'est longuement vanté de sa trajectoire actuelle, affirmant que sa vie était sur une pente ascendante agressive que je ne pourrais jamais comprendre. Tristan a tapé un long paragraphe arrogant, se vantant d'être sur le point de conclure un accord massif qui allait changer sa vie. Il a fièrement déclaré que sa nouvelle start-up technologique était sur le point d'obtenir un financement providentiel de 5 millions d'euros de la part d'une société de capital investissement très exclusive. Il a terminé le message en me disant de trouver un appartement bon marché et un emploi au SMIC car les cercles d'élite de la ville m'étaient désormais fermés à tout jamais. J'étais assise là, dans mon luxueux penthouse, fixant l'audace pure qui irradiait du texte numérique. Tristan bombait le torse en essayant de m'humilier tout en se vantant d'une bouée de sauvetage de 5 millions d'euros dont il avait désespérément besoin pour maintenir sa fragile entreprise à flot. Il me frappait alors qu'il me croyait à terre, complètement inconscient de la réalité de la situation. Je n'ai pas pris la peine de taper une réponse à sa tentative pathétique d'affirmer sa domination. J'ai simplement fait une capture d'écran de son message,
je l'ai sauvegardé dans mon dossier sécurisé et j'ai jeté le téléphone sur le canapé en peluche. 1 heure plus tard, mon chauffeur a garé la Maybach devant le gratte-ciel étincelant de verre et d'acier qui abritait le siège mondial d'Apex Investissement, à La Défense. J'ai franchi les immenses doubles portes du hall, mes talons claquant sèchement sur le sol en marbre italien poli. Le personnel de sécurité et les hôtesses d'accueil se sont immédiatement redressés, m'offrant des salutations calmes et respectueuses alors que je contournais la réception principale pour entrer dans mon ascenseur privé dédié. L'ascenseur à grande vitesse a filé jusqu'au 40e étage, s'ouvrant directement dans mon vaste bureau d'angle. L'espace était une forteresse de pouvoir corporatif moderne, dotée de fenêtres panoramiques du sol au plafond offrant une vue majestueuse et imposante sur tout le quartier des affaires. Mon assistante de direction, une femme hautement efficace et impitoyablement organisée nommée Claire, attendait déjà près de mon immense bureau en acajou. « Bonjour, patronne » a-t-elle dit, me tendant un épais portefeuille en cuir contenant le briefing quotidien et le calendrier final du prochain trimestre d'investissement. J'ai pris une gorgée du thé vert fraîchement infusé qu'elle avait préparé, et j'ai ouvert le portefeuille, parcourant les documents financiers complexes avec une vitesse d'experte. Claire a pointé un onglet spécifique indiquant une affaire urgente concernant la division du financement providentiel. Elle a expliqué que le comité d'investissement avait fortement recommandé une nouvelle start-up technologique prometteuse pour notre dernière initiative de capital risque de 5 millions d'euros. Mais qu'ils avaient besoin de ma signature exécutive finale pour approuver le paiement massif et libérer les fonds. J'ai feuilleté le profil financier de l'entreprise désespérée, suppliant Apex Investissement pour une bouée de sauvetage financière. Mes yeux ont parcouru le résumé exécutif, les mesures d'acquisition d'utilisateurs lourdement fabriquées et les prévisions de revenus artificiellement gonflées avant d'atterrir directement sur le nom du fondateur et directeur général. C'était la start-up de Tristan. L'homme exact qui venait de m'envoyer un message il y a 1 heure pour se vanter de son imminent accord de financement de 5 millions d'euros et se moquer de mon prétendue situation de sans-abri était entièrement à ma merci. Tout son avenir, son entreprise lourdement endettée et son ego surdimensionné dépendaient complètement de la signature de la femme qu'il venait de traiter de chien errant sans ambition. Un rire grave et sincère s'est échappé de mes lèvres, résonnant dans l'espace calme et caverneux de mon bureau d'angle. C'était le coup du sort le plus poétique et absurde imaginable. Claire m'a regardé avec une curiosité mesurée alors que je refermais le portefeuille en cuir et le faisais glisser sur le bureau en acajou lisse. Je n'ai pas attrapé mon stylo plume en or pour signer son approbation de financement. Au lieu de cela, je me suis adossé à mon fauteuil ergonomique en cuir, joignant le bout de mes doigts alors qu'un plan brillant et totalement impitoyable se formait dans mon esprit. J'ai levé les yeux vers mon assistante, ma voix fraîche et parfaitement stable. Je lui ai dit de l'approuver, de le faire passer à l'étape absolue du pitch final, mais de contourner le processus standard de révision par le comité. J'ai expliqué que je voulais m'occuper de cette acquisition spécifique personnellement. Claire a hoché la tête, notant les instructions strictes sur sa tablette. Elle a demandé quand elle devait programmer la réunion finale pour qu'il présente au conseil d'administration, supposant que je voulais le faire venir au siège social. J'ai souri, sentant le délicieux et lourd poids du pouvoir que je détenais sur chaque personne qui m'avait fait du tort. Dites à Monsieur Tristan que son pitch final devant la PDG aura lieu ce samedi soir, ai-je ordonné doucement. Au gala de lancement de la marque de ma sœur, à Neuilly. Le lendemain matin, la réalité du 2e jour s'est installée. Mais pas pour moi. À des kilomètres de mon paisible Pentouze, Cédric se noyait actuellement dans un océan qu'il avait lui-même créé. Il était assis dans son bureau d'angle, beaucoup trop cher et lourdement loué, dans le quartier d'affaires, transpirant à travers sa chemise de créateur sur mesure. Ses mains tremblaient alors qu'il s'agrippait au bord de son bureau en verre, fixant d'un regard vide l'immense ligne d'horizon qu'il prétendait conquérir. Le haut-parleur du téléphone, posé entre ses mains tremblantes, vibrait presque avec les cris frénétiques et paniqués de son comptable principal. L'homme à l'autre bout du fil perdait la tête, expliquant comment le sol s'était complètement dérobé sous l'ensemble de leur opération immobilière commerciale. Cédric avait passé les 3 dernières années à jouer le rôle du courtier en finance à succès, infiltrant l'élite parisienne en projetant une image de richesse intouchable. Mais l'intégralité de son portefeuille était construite sur des prêts commerciaux toxiques et un effet de levier massif. Maintenant, l'addition était arrivée. Le comptable criait qu'une société fantôme extrêmement agressive nommée Apex Investissement avait surgi du jour au lendemain et racheté chacun des prêts en défaut de Cédric aux banques régionales. Il ne restructurait pas la dette et n'offrait aucun délai de grâce.
La notification légale qui se trouvait dans la boîte de réception de Cédric était une exigence brutale et terrifiante pour le remboursement immédiat de 4 millions d'euros en liquidité. S'il ne transférait pas les fonds d'ici la fin de la semaine, Apex Investissement saisirait toute son entreprise, ses véhicules de luxe en leasing et chaque actif personnel qu'il avait lié à l'entreprise. Cédric sentit l'air quitter ses poumons. Son monde parfaitement conçu d'adhésion à des cercles privés et de sorties de golf exclusives implosait violemment. Il a desserré sa cravate en soie, cherchant sa respiration pendant que le comptable le suppliait de trouver une solution avant qu'ils ne fassent tous face au tribunal de commerce pour faillite et à de potentielles enquêtes pour fraude. Il s'est passé les mains dans les cheveux, ruinant le produit de coiffage hors de prix alors qu'une panique pure s'installait. Pendant des années, il s'était moqué de moi lors des dîners de famille, agissant comme un génie financier tout en déplaçant secrètement des dettes d'une société écran à une autre. Il avait méprisé mon père Henri tout en saignant la famille à blanc pour maintenir ses propres illusions de grandeur pathétique. Maintenant, la main invisible d'Apex Investissement se resserrait autour de sa gorge, étouffant la vie de son faux empire. L'exigence de 4 millions d'euros n'était pas une négociation. C'était un ordre d'exécution. Cédric abattit son poing sur le bureau en verre, mettant fin à l'appel dans un accès de rage impuissante absolue, se sachant pris au piège. Pile au sommet de sa terrifiante spirale, la lourde porte en chêne de son bureau s'est ouverte, et Amélie est entrée, complètement inconsciente de l'apocalypse financière qui se déroulait autour d'elle. Elle portait un tout nouveau sac Chanel matelassé à 5 000 € drapé nonchalamment sur son épaule, ses cheveux fraîchement bruchés et son maquillage absolument parfait. Elle a lâché un sac de shopping sur le canapé en cuir et a soupiré de manière théâtrale, passant une main sur sa robe en soie onéreuse. Elle a immédiatement commencé à se plaindre de moi, ressassant les événements de l'allée comme si le fait d'avoir jeté sa propre sœur sous la pluie était un inconvénient massif à son emploi du temps quotidien. Tu peux croire au culot de Céline, gémit-elle en faisant les 100 pas dans son bureau. Ma mère est encore bouleversée parce que tante Brigitte n'arrête pas de ramener l'histoire du fast-food dans le groupe de discussion et demande si Céline dort déjà sur un banc public. C'est tellement embarrassant pour l'image de notre famille. J'ai dû aller acheter ce sac Chanel juste pour calmer mes nerfs. Cédric la regardait, les yeux écarquillés par un mélange de dégoût et de terreur absolue. Amélie continuait de parler, inconsciente de la rougeur qui grimpait dans le cou de son mari. Elle disait qu'il devait organiser un brunch somptueux au champagne ce week-end avant le gala de lancement de sa marque, juste pour montrer à tout le monde qu'il n'était pas dérangé par la parasite au chômage qui ruinait leur ambiance. Cédric a fini par exploser. Sa voix a claqué comme un fouet, résonnant vivement dans le bureau en verre. « Tais-toi, Amélie » rugit-il en claquant ses mains sur le bureau si fort que l'écran d'ordinateur a tremblé. « Ferme-la juste une seule seconde. » Amélie s'est figée, la mâchoire décrochée sous le choc. Cédric ne lui criait jamais dessus comme ça. Il jouait toujours au couple de pouvoir parfait pour Instagram, mais les fissures béantes de leur mariage profondément toxique étaient soudainement en train de s'ouvrir. « Nous sommes ruinés, Amélie » a-t-il hurlé, le visage virant au violet alors qu'il pointait un doigt tremblant vers son nouveau sac de créateur. « Nous n'avons pas 5 000 € pour un sac à main. Nous n'avons pas d'argent pour un brunch au champagne. Mon entreprise a complètement coulé et une société d'investissement vient d'exiger le remboursement d'une dette de 4 millions d'euros que je ne peux pas payer. Si je ne trouve pas l'argent d'ici ce week-end, ils vont liquider tout ce que nous possédons, y compris la voiture que tu as conduite pour venir ici. » Amélie la regardait, horrifiée, alors que la réalité de son faux mode de vie luxueux commençait à se briser violemment en 1 million de morceaux irréparables. Cédric a ignoré ses larmes pathétiques soudaines et l'a pratiquement poussée hors de son bureau, verrouillant la lourde porte derrière elle. Il s'est précipité vers son bureau, les mains tremblant violemment, et a composé le numéro de son courtier d'affaires le mieux connecté. Dès que l'homme a répondu, Cédric hyperventilait presque dans le combiné. « Écoute-moi » a-t-il supplié, sa voix dépouillée de toute son arrogance habituelle. « Tu dois découvrir qui est le PDG d'Apex Investissement. Je me fiche de ce que ça coûte ou de qui tu dois soudoyer. Obtiens-moi juste un nom. Ma femme organise un grand gala de lancement ce samedi soir à Neuilly. S'il le faut, je traquerai ce PDG et je le supplierai à genoux devant toute la ville. Obtiens-moi juste une entrevue. » Cédric a raccroché et a fait les 100 pas, se rongeant l'ongle du pouce comme un rat acculé. 20 minutes angoissantes plus tard, son téléphone a vibré. C'était le courtier. Cédric l'a attrapé, le cœur battant à tout rompre, exigeant une réponse. Le courtier a poussé un lourd soupir dans le téléphone. Le PDG est un fantôme absolu, Cédric.
Personne ne connaît son nom, mais son équipe juridique vient de confirmer quelque chose. Ils assisteront au gala de ta femme ce samedi soir pour finaliser quelques acquisitions. Cédric a fermé les yeux, un sourire désespéré et pathétique s'insinuant sur son visage, pensant qu'il avait réellement une chance de se sauver. Le troisième jour, l'illusion de l'excellence bourgeoise a commencé à pourrir de l'intérieur. À commencer par ma mère, Valérie. Elle était assise sur la terrasse inondée de soleil du cercle privé le plus exclusif de la capitale, entourée de 5 de ses amis de la paroisse les plus riches. Valérie portait un tailleur en lin blanc immaculé, sirotait un mimosa et tenait la cour au centre de la table. Elle se penchait près des autres femmes, baissant la voix jusqu'à un chuchotement théâtral alors qu'elle assassinait complètement ma réputation pour le divertissement de son cercle social. Valérie leur a raconté la scène dramatique dans l'allée, exagérant chaque détail pour se faire passer pour une martyre qui avait enduré de longues souffrances et qui avait finalement posé une limite à une enfant paresseuse. Elle annonça fièrement qu'elle m'avait jeté sous la pluie parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas permettre que mon manque d'ambition empoisonne la pure réussite de sa fille prodige Amélie et de son brillant gendre Cédric. Les autres femmes acquiesçaient avec compassion, sirotant leur verre et louant l'approche ferme de Valérie. Elle lui disait qu'elle était incroyablement courageuse d'avoir maintenu des standards aussi élevés et d'avoir protégé l'héritage de la famille de mes prétendus échecs. Valérie s'est imprégnée de leur validation comme une éponge, sa poitrine se gonflant d'une fierté absolue. Elle s'est longuement vantée de l'empire financier massif de Cédric et du gala de lancement de la marque d'Amélie à venir, promettant aux femmes que ce serait l'événement social de l'année. Lorsque le serveur s'est approché de la table avec le porte-addition en cuir pour la note de 400 € du déjeuner, Valérie a fait un geste de la main dédaigneux et a offert de régler pour toute la table. C'était une démonstration de pouvoir classique, conçue pour consolider son statut de matriarche riche et généreuse. Elle a sorti sa carte de crédit Platinum de son sac à main de créateur et l'a tendue au serveur avec un sourire arrogant bien exercé. Le serveur a légèrement incliné la tête et s'est éloigné vers la caisse pendant que Valérie continuait de se vanter des véhicules de luxe que Cédric venait d'acheter. Quelques minutes plus tard, le serveur est revenu, mais sa posture était rigide, et son visage était tendu par un malaise poli. Il s'est penché près de l'oreille de Valérie, parlant doucement pour que les autres femmes n'entendent pas, mais ses mots ont transpercé sa vanité comme un couteau. « Je suis tellement désolé, madame, chuchota le serveur d'un ton d'excuse. Mais votre carte a été refusée. » Le sourire de Valérie s'est figé instantanément sur son visage. Elle a laissé échapper un rire forcé et nerveux, affirmant que c'était juste une erreur bancaire stupide ou un blocage de sécurité dû à ses importants dons de charité. Elle a rapidement fouillé dans son sac à main et lui a tendu une deuxième carte, les mains tremblant légèrement alors que les autres femmes faisaient semblant de ne pas remarquer le délai gênant. Le serveur est revenu 2 minutes plus tard, secouant la tête avec un regard de véritable pitié. « Je m'excuse encore, madame, mais cette carte a également été refusée pour provision insuffisante. » Valérie sentit le sang quitter complètement son visage alors que le poids étouffant de l'humiliation publique s'abattait sur ses épaules. Elle réussit à rassembler assez d'argent liquide au fond de son sac pour couvrir sa part de l'addition, forçant ses amis confus à diviser le reste de la note. Elle a pratiquement fui le cercle privé en courant, le visage brûlant d'une honte profonde, pour se réfugier dans l'intimité de sa voiture. Ses mains tremblaient violemment lorsqu'elle verrouilla les portes et appela immédiatement mon père Henri. Dès qu'il a répondu, elle a explosé dans un murmure frénétique et paniqué, exigeant de savoir pourquoi ses 2 comptes principaux étaient complètement bloqués. Henri avait l'air épuisé, sa voix lourde d'une réalité sombre et terrifiante. Il se cachait de toute la communauté depuis des années. Valérie hurlait dans le téléphone à propos de l'embarras profond qu'elle venait de subir devant les piliers de la paroisse, mais Henri l'a coupée d'un ton dur et désespéré. « La banque a tout gelé, Valérie, a-t-il admis, la voix brisée par l'immense pression. Ils exigent le remboursement de nos dettes parce que nous avons raté les 3 derniers paiements de la maison. » Valérie a haleté, s'agrippant au volant en cuir alors que le mensonge massif dans lequel il vivait les rattrapait enfin. 3 ans plus tôt, lorsque la toute première entreprise immobilière commerciale de Cédric avait discrètement implosé et fait face à la faillite totale, Henri et Valérie avaient fait un choix désastreux. Ils étaient tellement obsédés par le maintien de l'image sans faille de leur gendre à succès et de leur fille prodige qu'ils avaient secrètement contracté une 2e hypothèque massive sur le domaine ancestral de la famille. Ils avaient complètement hypothéqué la propriété générationnelle, empruntant des centaines de milliers d'euros pour renflouer discrètement Cédric et cacher son échec retentissant à l'élite parisienne. Ils avaient risqué le toit même au-dessus de leur tête juste pour conserver l'apparence artificielle d'une richesse intouchable, supposant toujours que Cédric finirait par faire fortune et les rembourser.
Mais Cédric ne les a jamais remboursés. Au lieu de cela, il a continué à s'enfoncer plus profondément dans les dettes, empruntant plus d'argent pour louer des voitures de luxe et acheter des cadeaux hors de prix à Amélie pour maintenir la mascarade. Henri et Valérie se noyaient silencieusement depuis des mois, vidant leur compte de retraite juste pour effectuer les paiements mensuels minimums sur l'hypothèque secrète colossale. Ils m'avaient jeté sous la pluie sous prétexte que j'étais fauché, alors qu'ils suffoquaient littéralement sous une montagne de dettes cachées causées par l'homme même qu'ils glorifiaient constamment. Henri se tenait dans le grand hall d'entrée de l'immense maison, fixant d'un regard vide une épaisse enveloppe manille que le facteur venait de livrer contre signature. Le logo imprimé dans le coin supérieur du papier épais appartenait à une société de capital investissement dont il n'avait jamais entendu parler avant aujourd'hui. Apex Investissement. Il a dit à Valérie d'arrêter de pleurer et de l'écouter alors qu'il déchirait le sceau avec des doigts tremblants. Ses yeux ont parcouru le jargon juridique sévère imprimé sur le papier blanc et net, et son cœur s'est complètement arrêté dans sa poitrine. Ce n'était pas un avertissement de leur banque habituelle. La banque locale avait vendu leur hypothèque lourdement défaillante à une société fantôme agressive. Henri a lu le document et a senti ses genoux faiblir alors qu'il relayait la nouvelle terrifiante à sa femme hystérique. « Valérie, nous n'avons pas le temps de nous inquiéter des déjeuners au club privé, » a dit Henri, sa voix tombant dans un murmure creux et terrifié qui résonnait dans la maison vide. Apex Investissement vient de nous envoyer une mise en demeure officielle. Si nous ne payons pas 150 000 € d'ici lundi prochain, ils saisissent la maison. Le 4e jour, l'anticipation pour le gala de lancement de la marque avait atteint son paroxysme sur la scène mondaine locale. Tante Brigitte, qui avait toujours agi comme responsable officieuse des relations publiques pour la famille, a décidé de porter la campagne d'humiliation publique à un tout autre niveau. Elle était assise dans son salon somptueusement décoré, faisant défiler agressivement ses fils d'actualité sur les réseaux sociaux, à la recherche d'une autre occasion de valoriser Amélie tout en piétinant ma réputation inexistante. Brigitte a créé une publication de compte à rebours hautement produite pour le gala, avec des graphismes étincelants, et a identifié presque tous les membres éminents de l'élite parisienne. Elle a pris soin d'identifier bien en vue mon compte inactif en plein centre de la publication pour que quiconque visionnant l'invitation numérique pense immédiatement à la sœur au chômage et en disgrâce qui était censée dormir sur un banc public. La légende qu'elle a tapée dégoulinait de sa marque de fabrique, une arrogance toxique, moralisatrice et justicière. Elle a écrit un long paragraphe faisant l'éloge d'Amélie et de Cédric pour leur réussite financière massive, affirmant qu'ils étaient le summum absolu de la jeune richesse et de la prospérité générationnelle. Puis elle a lâché l'insulte finale, un avertissement ciblé direct visant carrément ma personne. Brigitte a tapé les mots « rappel », dans cette famille, nous célébrons les gagnants et les vrais visionnaires. Les perdants peuvent regarder les festivités glamour depuis le trottoir mouillé, là où est leur place. Elle a appuyé sur publier et a immédiatement envoyé une capture d'écran de son chef-d'œuvre cruel directement dans le groupe de discussion familiale privée, exigeant des louanges de Valérie et Henri pour avoir défendu l'honneur de la famille. La notification est apparue sur l'écran de mon téléphone sécurisé. Une tentative pathétique et désespérée de tirer une réaction de la femme qu'ils croyaient tous totalement brisée et vaincue. Brigitte avait passé toute sa vie d'adulte à profiter des prétendues richesses de mes parents. Et maintenant, elle se moquait impitoyablement de la personne même qui détenait secrètement l'acte de propriété du toit au-dessus de sa propre tête. Elle n'avait aucune idée de l'énorme tempête qui se préparait juste au-delà de son horizon immaculé. Je n'ai pas réagi à la notification. Je l'ai simplement balayée d'un geste calme et dédaigneux du doigt, totalement indifférente au bourdonnement pathétique d'un insecte mourant. Je me tenais parfaitement immobile au centre d'une cabine d'essayage privée couverte de miroirs, située dans la boutique la plus exclusive de la ville. L'éclairage d'ambiance doux soulignait la texture riche et sans faille du vêtement que je portais actuellement. Je ne faisais pas les boutiques de vêtements discount ou ne mendiais pas l'aumône. On m'ajustait méticuleusement un tailleur de pouvoir Balmain sur mesure rouge sang. Le maître tailleur, un homme plus âgé avec des décennies d'expérience dans l'habillement de l'élite mondiale, était agenouillé sur le tapis en peluche, épinglant soigneusement l'ourlet du pantalon pourpre éclatant. La couleur du costume était intentionnelle, une nuance audacieuse, agressive et totalement imposante de rouge profond qui exigeait la soumission absolue de quiconque dans la pièce. C'était la couleur d'un prédateur prêt à frapper. Les épaules structurées du blazer découpaient une silhouette nette et intimidante, contrastant parfaitement avec le chemisier en soie blanche immaculé en dessous. Le tailleur travaillait dans un silence respectueux, ajustant le tissu très structuré pour épouser mon corps avec une perfection terrifiante. Alors qu'il lissait le revers du blazer coûteux, j'ai regardé mon reflet dans les miroirs triptyques.
La femme qui me fixait en retour était une force de la nature implacable, une titan de l'entreprise hautement calculatrice qui avait bâti un empire sur les cendres du rejet constant de sa famille. J'ai ajusté les boutons de manchette en or sur mes manches, sentant le poids lourd et solide de ma propre réussite. Amélie et Cédric transpiraient probablement sur leur carte de crédit plafonnée, essayant de louer des tenues de créateurs pour maintenir leur fragile façade. Alors que je dépensais des milliers d'euros pour un costume sur mesure simplement pour m'en servir d'armure lors de leur exécution financière. Le tailleur s'est reculé, hochant la tête avec une profonde satisfaction alors que le tissu rouge s'en tombait parfaitement sur mon corps. Il a murmuré un compliment discret sur la façon dont la couleur agressive correspondait parfaitement à mon énergie féroce. Je l'ai remercié, tendant à son assistant une carte noire exclusive pour couvrir le coût exorbitant sans même jeter un œil au reçu final. Le costume n'était pas seulement un vêtement. C'était une manifestation physique de la ruine absolue que j'étais sur le point d'abattre sur les personnes qui s'étaient moquées de mon existence. Juste au moment où le tailleur finissait d'emballer le vêtement immaculé dans une lourde housse de protection, les lourds rideaux de velours de la cabine d'essayage privée se sont ouverts. Mon avocat d'affaires principal est entré, flanqué d'une équipe de sécurité silencieuse portant une élégante mallette en cuir. Il s'est approché de moi avec une expression sombre et profondément respectueuse, reconnaissant la gravité absolue du moment. Il a ouvert la mallette et a placé 2 documents juridiques impeccables sur la table en verre reposant au centre de la pièce. L'un était le mandat de saisie formelle des actifs de la société immobilière commerciale en faillite de Cédric. L'autre était l'avis d'expulsion définitive du domaine lourdement hypothéqué de mes parents. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de mon sac et j'en ai sorti un lourd stylo plume en or. Le métal froid était parfait contre ma peau alors que je le débouchais doucement. Je me suis penché sur la table en verre et j'ai signé mon nom avec des traits audacieux et amples, finalisant légalement la destruction absolue de leur faux empire. L'avocat a rassemblé les documents signés, glissant soigneusement les papiers dévastateurs dans sa mallette en cuir. Il m'a regardé, ajustant ses lunettes avec une attitude strictement professionnelle. Il a demandé doucement s'il devait faire appel aux huissiers locaux pour livrer l'avis d'expulsion et le mandat de saisie à ma famille aujourd'hui, prêt à exécuter les ordonnances judiciaires immédiatement. J'ai regardé mon reflet une dernière fois, ajustant le col de ma chemise alors qu'un sourire lent et glaçant s'étalait sur mon visage. Non, lui ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure doux et dangereux qui a légèrement résonné dans la pièce en miroir. Remettez-les-moi en main propre. Je serai le facteur demain soir. Je veux les regarder droit dans les yeux lorsqu'ils réaliseront que la sœur au chômage qu'ils ont jetée sous la pluie est la personne exacte qui détient les clés absolues de leur ruine totale. L'avocat a hoché lentement la tête, un regard de profonde compréhension traversant son visage alors qu'il remettait les enveloppes scellées directement dans mes mains tendues. Le lendemain matin, Tristan sortit d'une berline de luxe en location, une tentative désespérée de se donner l'air d'un entrepreneur à succès, même si les paiements vidaient son dernier compte bancaire. Il a penché la tête en arrière pour regarder la façade de verre étincelante du gratte-ciel abritant Apex Investissement. Il a ajusté les revers de son costume sur mesure, un vêtement pour lequel il avait fait chauffer 2 cartes de crédit différentes juste pour cette réunion spécifique. Son cœur battait la chamade avec ce genre d'anticipation frénétique et avide qui ne vient que d'un homme désespéré qui croit être sur le point de devenir incroyablement riche. Il a franchi les portes coulissantes en verre du grand hall, portant une élégante mallette en cuir qui contenait les prévisions financières lourdement fabriquées de sa start-up technologique en difficulté. Tristan marmonnait son argumentaire dans sa barbe tout en traversant le sol en marbre poli, adressant un sourire arrogant aux agents de sécurité qui l'ont silencieusement dirigé vers l'ascenseur privé de la direction. Il a pris l'ascenseur à grande vitesse jusqu'au 40e étage, regardant la ville de Paris rétrécir sous lui, ressentant une bouffée absolue de supériorité imméritée. Il allait enfin s'asseoir face au mystérieux milliardaire PDG d'Apex Investissement et obtenir l'investissement providentiel de 5 millions d'euros qui le catapulterait dans les cercles d'élite de la ville. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en douceur, Tristan est sorti dans la zone d'accueil moderne et immaculée, s'attendant à un tapis rouge de bienvenue. Au lieu de cela, il a été accueilli par le regard froid et calculateur de l'assistante de direction de Céline, Claire. Elle était assise derrière un immense bureau incurvé, rayonnant d'une telle intensité d'autorité corporative que le sourire arrogant de Tristan a immédiatement vacillé. Il s'est approché de son bureau, s'éclaircissant la gorge pour annoncer son arrivée. Mais Claire n'a même pas levé les yeux de son écran. Elle a simplement levé un doigt parfaitement manucuré, le forçant à se tenir là dans un silence gênant pendant 2 longues minutes angoissantes. Tristan a changé de pied nerveusement, ses paumes moites laissant des traces humides sur la poignée de sa mallette coûteuse.
Il avait l'habitude de se frayer un chemin dans les réunions d'affaires grâce à son charme, mais l'atmosphère glaciale de l'étage de la direction d'Apex était totalement immunisée contre son faux charisme. Elle l'a laissé transpirer un moment de plus, laissant le lourd silence de la pièce peser sur son ego fragile avant de finalement décider de s'adresser à lui. Claire a lentement tourné son attention vers lui, son expression complètement dépourvue de toute chaleur ou bienvenue. Claire a croisé les mains sur le bureau et a jaugé Tristan de la tête aux pieds, observant son costume cher et sa posture désespérée et avide. Elle savait exactement qui il était et avec quel plaisir sa patronne allait le détruire. « Monsieur Tristan » a-t-elle commencé, sa voix douce et strictement professionnelle. « Je suis l'assistante de direction de la présidente directrice générale, et vous êtes ici pour l'examen final de votre demande de financement de 5 millions d'euros. » Tristan a hoché la tête avec enthousiasme, s'avançant et plaçant sa mallette sur son bureau, prêt à se lancer dans l'argumentaire qu'il avait passé la nuit à mémoriser. Il a ouvert la bouche pour parler, mais Claire a de nouveau levé la main, l'arrêtant net. « La PDG a déjà examiné vos chiffres, monsieur Tristan », a-t-elle déclaré d'un ton plat. Chaque indicateur, chaque projection d'acquisition d'utilisateurs et chaque prévision de revenus que vous avez soumis a été minutieusement analysé par notre équipe interne des acquisitions. Tristan a dégluti difficilement, un éclair de panique soudain le frappant en pensant aux données de manière flagrante manipulées qui se cachaient dans son portefeuille. Il a essayé de forcer un rire confiant, l'assurant que sa start-up était sur le point de révolutionner l'industrie technologique. Claire n'a pas souri. Elle s'est légèrement penchée en avant, ses yeux se verrouillant sur les siens avec une intensité terrifiante. La PDG est une personne extrêmement privée qui exige l'honnêteté absolue par-dessus tout, monsieur Tristan, et elle a pris un intérêt personnel très spécifique pour votre entreprise et votre trajectoire. En raison de la nature unique de cet investissement particulier, la PDG a décidé de contourner la présentation standard au conseil d'administration. La panique de Tristan s'est instantanément dissoute pour laisser place à une arrogance aveuglante. Il a supposé que ces faux chiffres étaient si impressionnants qu'il recevait un traitement de faveur d'un milliardaire. Claire a tiré une lourde enveloppe en papier cartonné de son tiroir et l'a fait glisser sur le bureau vers lui. La PDG vous rendra le verdict final et signera l'accord de financement demain soir, a-t-elle ordonné doucement. Elle a pris des dispositions pour vous rencontrer au gala de lancement de la marque à Neuilly, organisé par Amélie, où vous livrerez votre pitch final directement à la PDG. Tristan a attrapé l'enveloppe, les mains tremblantes de pure avidité non filtrée, complètement inconscient de l'énorme piège qui venait de se refermer sur ses chevilles. Tristan a pratiquement sprinté hors du bâtiment d'Apex Investissement, son ego gonflé à des proportions astronomiques. Il a sorti son téléphone dès qu'il a posé le pied sur le trottoir, ses doigts volant sur l'écran alors qu'il rédigeait un SMS urgent directement à Amélie. « Assure-toi de me donner un accès VIP absolu demain soir », a-t-il tapé agressivement. « Parce que je vais conclure un accord de 5 millions d'euros avec la PDG milliardaire en plein milieu de ta fête, alors prévois une table privée. » Amélie, assise dans son manoir lourdement hypothéqué, a reçu le message et a poussé un cri de joie. Elle a immédiatement répondu, lui promettant la meilleure place de la salle. Ravie que son gala devienne la toile de fond d'un tel étalage massif d'excellence et de richesse. L'ensemble du faux empire était parfaitement en place pour la fête. Totalement inconscient du prédateur silencieux qui tournait autour d'eux. À des kilomètres de là, dans son pantouse, Céline était assise sur son canapé en velours, fixant son téléphone crypté. Elle a ouvert le groupe de discussion familiale bloqué, celui que tante Brigitte avait créé pour se moquer de son expulsion, en utilisant un contournement administratif secret que son équipe technique avait installé. Céline a regardé sa famille échanger des blagues superficielles et se vanter du gala à venir. Le message était là, sur l'écran, comme une bombe à retardement attendant de faire exploser leur monde entier. Elle savait la panique que cela causerait. Avec un sourire lent et délibéré, Céline a tapoté l'écran et a déposé un seul message texte dans la discussion, « J'ai un énorme cadeau pour tout le monde demain soir. » Le 5e jour, le matin du très attendu gala de lancement de la marque est arrivé, peignant le ciel parisien d'une lumière solaire brillante et trompeuse. À l'intérieur des murs lourdement hypothéqués du domaine ancestral de la famille, l'atmosphère était un mélange chaotique d'arrogance aveuglante et de vanité frénétique. Amélie et Valérie étaient assises dans la vaste suite parentale, enveloppées dans des peignoirs en soie assortis, tandis qu'une équipe de coiffeurs et maquilleurs hors de prix s'affairait autour d'elle. Amélie tenait son téléphone face au miroir lumineux de la coiffeuse, fixant le SMS unique que j'avais glissé dans le groupe de discussion familiale la veille au soir. Elle a laissé échapper un rire fort et moqueur qui a résonné sèchement sur les hauts plafonds.
Elle va probablement apporter des bons de réduction pour mendier une chambre à l'hôtel, a ricané Amélie en jetant le téléphone sur la coiffeuse en marbre. Elle est tellement désespérée d'attirer l'attention maintenant qu'elle réalise que personne dans cette ville ne veut avoir affaire à une ratée fauchée de 31 ans. Valérie acquiesça vigoureusement, ajustant sa posture alors qu'un styliste pulvérisait un nuage de laque coûteuse autour de sa tête. Valérie s'accrochait à son délire absolu, ignorant délibérément le terrifiant avis de défaut de paiement qui était actuellement enfermé dans le tiroir du bureau de son mari. Elle a complètement rejeté mon SMS, le considérant comme une menace pathétique et vide de la part d'une sœur aînée jalouse. Ne la laisse pas ruiner ton énergie aujourd'hui, Amélie, a consolé Valérie, le ton dégoulinant de fierté maternelle toxique. Tu es la star absolue de la famille. Le lancement de ta marque ce soir va consolider notre statut dans la communauté pour toujours. Et si Céline ose vraiment montrer son visage à la réception, je demanderai personnellement aux agents de sécurité de la jeter à la rue, là où est sa place. Elles ont fait teinter leur flûte en cristal de mimosa Matino, totalement intoxiquées par leur propre supériorité fabriquée. Elles ont passé l'heure suivante à commérer sur les invités de marque qui assisteraient au gala, complètement inconscientes de l'abattoir financier qui les attendait. Plus loin dans le couloir, dans la vaste suite d'amis, l'illusion de perfection se désintégrait rapidement. Cédric se tenait devant le miroir de la salle de bain, transpirant à grosses gouttes alors qu'il buvait agressivement du whisky ambré directement à la carafe en cristal lourd. Ses mains tremblaient si violemment qu'il renversa la précieuse liqueur sur son menton. Il claqua le verre sur le marbre et s'essuya frénétiquement le visage, fixant son reflet pâle et terrifié. Il essayait désespérément d'ajuster son nœud papillon en soie, mais ses doigts semblaient engourdis et inutiles. Le poids écrasant de la dette de 4 millions d'euros qu'Apex Investissement venait de réclamer l'étouffait. Cédric a appuyé son front contre le miroir froid de la salle de bain, marmonnant son discours de supplication dans sa barbe. Il s'entraînait de manière obsessionnelle à se mettre à genoux et à ramper devant la mystérieuse PDG milliardaire d'Apex Investissement au gala ce soir. Il répétait ses supplications pathétiques pour obtenir un délai, essayant de trouver comment abandonner complètement sa dignité sans qu'Amélie ne découvre qu'il était une fraude massive. Pendant ce temps, dans le bureau lambrissé de bois sombre en bas, Henri vivait son propre enfer privé. Il se tenait derrière son bureau en acajou, avalant agressivement des comprimés antiacides, les mâchant pour en faire une pâte crayeuse. Son estomac brûlait d'un feu atroce. Le paiement massif de 150 000 € était dû lundi pour arrêter la saisie du manoir, et il n'avait absolument aucune liquidité à son nom. Il fixait le terrifiant document juridique d'Apex Investissement, sentant tout l'héritage de la famille tomber en poussière. Mais Henri était un maître de la tromperie dangereuse. Il a avalé les pilules crayeuses, a pris une profonde inspiration stabilisatrice et a forcé son visage à prendre un masque rigide de pure autorité intouchable. Il s'est glissé dans sa veste de smoking sur mesure, vérifiant le reflet de sa montre en or. Il a redressé les épaules et est sorti du bureau, projetant l'image absolue d'un patriarche riche et imposant. Le contraste frappant et terrifiant entre l'ignorance arrogante des femmes à l'étage et la terreur silencieuse et étouffante des hommes en bas était la recette parfaite pour une implosion catastrophique. Henri a marché dans le grand hall d'entrée et a appelé sa famille, exigeant qu'il se dépêche. Cédric est sorti en trébuchant de la chambre d'amis, empestant l'eau de Cologne chère et le whisky bon marché, collant un sourire faux et confiant sur son visage alors qu'il offrait son bras à sa femme inconsciente. À des kilomètres de leur domaine effréné en ruine, je suis sorti de la chambre principale de mon luxueux Penthouse. Le costume sur mesure rouge sans balmain épousait mon corps comme une armure sans défaut. Les lignes nettes et structurées du blazer cramoisi irradiaient une puissance pure et absolue, contrastant complètement avec le chemisier en soie blanche immaculé en dessous. Je me suis tenu devant le miroir en pied pendant un bref instant, sentant un calme profond et glaçant m'envahir tout entière. Il n'y avait ni anxiété, ni peur, ni culpabilité familiale persistante. J'ai marché vers la table à manger en verre et j'ai ramassé l'élégante mallette en cuir noir que mes avocats avaient laissée pour moi. J'ai ouvert les fermoirs en argent lisse et j'ai soigneusement glissé les 2 épaisses et terrifiantes enveloppes juridiques à l'intérieur. Le mandat de saisie des actifs du faux empire financier de Cédric et l'avis d'expulsion définitive de la maison ancestrale lourdement hypothéquée de mes parents reposaient parfaitement l'un à côté de l'autre. J'ai refermé la mallette d'un coup sec, le clic solide résonnant nettement dans le pantouf silencieux. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au hall où la Mercedes Maybach noire tournait déjà discrètement au ralenti près du trottoir. Mon chauffeur a ouvert la porte arrière, inclinant la tête respectueusement alors que je me glissais dans le luxueux intérieur en cuir crème. La lourde porte s'est fermée avec un bruit sourd et solide, coupant les bruits de la ville animée à l'extérieur.
Je me suis installé dans le siège et j'ai placé la mallette, la posant solidement sur mes genoux. Mon chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur, attendant mon ordre de me diriger vers le gala de Neuilly. J'ai regardé par la vitre teintée, un sourire lent et dangereux s'étirant sur mon visage. Prenez le chemin le plus long, lui ai-je dit, ma voix lisse et impitoyable. Laissez-les profiter de leur dernière heure de royauté. La grande salle de bal de l'hôtel 5 étoiles de Neuilly-sur-Seine était un spectacle époustouflant de richesse excessive et d'ascension sociale désespérée. D'immenses lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés, projetant une lumière dorée et chaleureuse sur la mer de robes de créateurs et de smoking sur mesure. Les poids lourds politiques de Paris et l'élite absolue de la communauté des affaires étaient tous rassemblés dans une seule pièce, tenant des flûtes de champagne millésimées et échangeant des banalités superficielles. Les compositions florales extravagantes drapées sur les tables ajoutaient au parfum lourd et étouffant de la pièce. L'air était épais de parfums hors de prix et du bourdonnement incessant du réseautage agressif. En plein centre du chaos étincelant, Amélie tenait la cour comme une reine régnante. Elle était drapée dans une robe à paillettes argentées qui coûtait plus cher que le loyer annuel de la plupart des gens, enchaînant des poses très répétées pour une nuée de photographes de la presse mondaine. Son sourire était d'une luminosité aveuglante, complètement artificielle et savamment conçue pour un engagement maximal sur les réseaux sociaux. Valérie se tenait juste en dehors des flashs des appareils photo, rayonnant d'une fierté toxique alors qu'elle regardait son enfant prodige attirer l'attention de la salle. Valérie paradait activement sa fausse réussite devant les épouses d'élus locaux de premier plan, prétendant que le terrifiant avis de défaut de paiement, qui brûlait un trou dans le tiroir du bureau d'Henri, n'existait tout simplement pas. Pendant ce temps, postée stratégiquement près de l'immense pyramide de champagne, tante Brigitte remplissait son rôle de mégaphone de la famille. Elle portait une robe à plumes criardes et parlait à un volume conçu pour s'assurer que toute personne dans un rayon de 3 mètres puisse entendre ses commérages toxiques. Brigitte se penchait vers un groupe de riches dames de la paroisse, chuchotant agressivement l'histoire très exagérée de mon départ du domaine familial. Elle se vantait de la façon dont Valérie et Henri avaient finalement jeté à la rue ce poids mort paresseux de 31 ans, déclarant fièrement que l'image de la famille était désormais complètement purgée de tout échec embarrassant. Elle a poussé un grand rire de sorcière, affirmant que j'étais probablement assise dans un restaurant de restauration rapide quelque part, pleurant sur ma vie ruinée, tandis que ma sœur cadette cimentait son statut de royauté parisienne. Les femmes autour de Brigitte faisaient claquer leur langue avec une fausse sympathie, secrètement ravies par ce drame familial sordide, complètement ignorantes du fait que la fondation même de l'empire familial était construite sur une montagne chancelante de dettes impayées. Juste au moment où les commérages de Brigitte atteignaient leur apogée, Tristan s'avança d'un pas assuré par la grande entrée de la salle de bal, agissant comme si son nom était déjà gravé sur le côté d'un gratte-ciel. Il portait une veste de smoking en velours qu'il avait certainement payée avec une carte de crédit à taux d'intérêt exorbitant, projetant la confiance suprême et non méritée d'un homme qui croyait être à quelques heures de devenir multimillionnaire. Tristan a attrapé une coupe de champagne auprès d'un serveur qui passait et a immédiatement commencé à travailler la salle de manière agressive, distribuant ses élégantes cartes de visite noires à quiconque croisait son regard. Il se vantait bruyamment auprès d'un groupe d'investisseurs locaux que sa start-up technologique était actuellement dans les dernières étapes de la conclusion d'un accord de financement providentiel massif de 5 millions d'euros avec une société de capital investissement ultra exclusive. Il bombait le torse, affirmant que la mystérieuse PDG milliardaire d'Apex Investissement s'était personnellement intéressée à son génie visionnaire et assistait au gala spécifiquement pour lui remettre un chèque qui changerait sa vie. Tristan a aperçu Amélie à l'autre bout de la pièce et a levé son verre dans sa direction, affichant un sourire complice, complètement aveuglé par sa propre arrogance astronomique. Mais pendant que Tristan surfait sur une fabrication totale, Cédric suffoquait physiquement sous le poids écrasant de la ruine imminente. Le finance bro se tenait près de la grande entrée, le visage pâle et luisant d'une sueur froide et terrifiée. Il n'arrêtait pas de tirer violemment sur son nœud papillon en soie, ayant l'impression que cela l'étouffait littéralement à mort. Cédric a ignoré les élites politiques et les riches mondains qui faisaient les 100 pas près du bureau de réception principal. Il s'est littéralement jeté sur le concierge en chef, claquant ses mains sur le comptoir en acajou poli. Sa voix n'était qu'un murmure désespéré et tremblant alors qu'il suppliait l'employé de l'hôtel, confus, de vérifier la liste des invités VIP pour la 10e fois. Il suppliait le personnel de lui dire si les représentants d'Apex Investissement étaient déjà arrivés, ses yeux balayant follement la salle de bal bondée. Il avait désespérément besoin de les intercepter avant que sa fraude massive ne soit exposée à sa femme et à ses beaux-parents prompts à juger. Il leur a dit que sa vie entière dépendait du fait de trouver la PDG à la seconde où elle franchirait ses portes. Le concierge a froncé les sourcils,
se reculant légèrement face à l'énergie frénétique et maniaque de Cédric, et a déclaré calmement que personne sous le nom d'Apex ne s'était encore enregistré à la réception. Cédric a essuyé la sueur qui dégoulinait de son front, sa respiration devenant saccadée et superficielle alors que la terrible réalité de son près de 4 millions d'euros en défaut de paiement hurlait dans son esprit. L'orchestre de jazz qui jouait doucement dans le coin de la salle de bal venait de passer à un tempo doux et entraînant, et Amélie se préparait à s'approcher du microphone pour son grand discours de bienvenue. Henri et Valérie se rassemblaient près de l'avant de la scène, se positionnant parfaitement pour les caméras, prêts à se prélasser dans la lueur aveuglante de leur richesse générationnelle fabriquée. Soudain, les lourdes portes doubles en chaîne de l'entrée principale de la grande salle de bal se sont ouvertes avec un bruit sourd et massif qui a résonné fortement dans la pièce caverneuse. Le mouvement soudain et énergique a attiré l'attention du coordinateur de l'événement, qui a immédiatement fait signe au groupe de jazz. La musique s'est arrêtée net, dans un silence grinçant et discordant. Un lourd silence glacial a rapidement submergé la mer d'invités prestigieux alors que des centaines de têtes se tournaient simultanément vers l'entrée. Tout le monde a retenu son souffle, incapable de comprendre la perturbation soudaine de cette soirée d'excellence bourgeoise soigneusement orchestrée. J'ai lentement franchi le seuil, le costume balmain rouge sang rayonnant d'une aura de dévastation pure et absolue. J'étais flanqué de chaque côté par 2 avocats d'affaires imposants, dans des costumes sombres immaculés, portant d'élégantes mallettes en cuir, et suivis de près par une garde rapprochée personnelle silencieuse et intimidante. La pièce entière est devenue silencieuse comme la mort. Le lourd silence qui recouvrait la grande salle de bal était étouffant. Tous les yeux dans la pièce étaient fixés sur mon costume rouge sang et les imposants avocats d'affaires qui m'entouraient. L'ampleur même de la perturbation avait paralysé l'élite parisienne. Le visage d'Amélie est passé de l'incrédulité stupéfaite à une rage aveuglante. Elle a marché à grands pas sur le sol en marbre poli, sa lourde robe à paillettes argentées traînant derrière elle comme un nuage de tempête. Ses talons ont claqué de manière agressive alors qu'elle réduisait la distance entre nous, les yeux écarquillés d'une fureur toxique. « Quitte à laisser entrer ici », siffla Amélie, sa voix tremblante de venin et d'embarras. Elle s'est arrêtée à quelques pas de ma sécurité, pointant un doigt manucuré tremblant vers mon visage. C'est un événement VIP hautement exclusif, pas une soupe populaire. Tu as un sacré culot de te pointer ici dans un costume de location pour essayer de gâcher la nuit la plus importante de ma vie. Tu es une parasite pathétique au chômage, et tu ne vas pas me faire honte. Amélie s'est tournée sauvagement vers le périmètre de la pièce, agitant frénétiquement les bras. « Sécurité » a-t-elle hurlé, sa voix résonnant sur les lustres de cristal. « Venez ici tout de suite et jetez cette poubelle à la rue. » Sur le côté, tante Brigitte s'est frayé un chemin jusqu'au premier rang de la foule, sa robe à plumes bruissant bruyamment. Brigitte laissa échapper un gloussement aigu et malveillant qui coupa l'atmosphère tendue. Elle frappa dans ses mains, regardant les mondains fortunés pour essayer de contrôler la narration. « Oh mon Dieu, regardez cette démonstration de désespoir », s'est moquée bruyamment Brigitte, s'assurant que tous les politiciens et chefs d'entreprise de la pièce puissent entendre ses commérages. Valérie et Henri l'ont finalement jetée à la rue. Alors maintenant, elle s'incruste dans les soirées mondaines pour avoir un repas gratuit. Quelqu'un devrait fouiller ses poches avant qu'elle ne parte. Brigitte a ri de manière agressive, donnant un coup de coude à l'épaule d'un invité proche. C'est juste une ratée aigrie de 31 ans qui essaie de voler la vedette. Amélie a croisé les bras sur sa poitrine, me foudroyant du regard avec une arrogance suprême et injustifiée. « Tu l'as entendu, Céline » a ricané Amélie. « Tu n'as pas ta place dans ce bâtiment, et encore moins dans cette salle de bal. Tu n'es rien d'autre qu'une blague pour toute cette famille. Alors fais demi-tour et sors d'ici avant que je ne te fasse jeter physiquement devant toute la ville. » 2 agents de sécurité massifs de l'hôtel se sont immédiatement détachés des murs de la salle de bal, s'avançant pour répondre aux exigences frénétiques d'Amélie. Ils s'approchèrent à grandes enjambées lourdes et intimidantes, les mains posées sur leur ceinture, prêts à évacuer par la force l'invité indésirable qui perturbait cette soirée glamour. Ma garde rapprochée a immédiatement changé de position, se plaçant en douceur devant moi et mes avocats d'affaires, formant un mur humain impénétrable de costumes sombres sur mesure. La tension dans la pièce a atteint un niveau dangereux lorsque les gardes de l'hôtel ont réalisé qu'ils faisaient face à des agents de protection rapprochés hautement entraînés. Amélie a souri d'un air narquois, profondément satisfaite de l'escalade de l'hostilité, croyant qu'elle allait me voir être violemment expulsée du lieu luxueux. Mais avant que les gardes de l'hôtel ne puissent lancer un avertissement verbal, une agitation frénétique soudaine a éclaté près des portes de service arrière de la grande salle de bal. Le directeur général de l'hôtel 5 étoiles,
un homme d'âge mûr distingué dans un smoking immaculé, courait pratiquement sur la vaste étendue du sol en marbre. Son visage était pâle et luisant d'une sueur froide et terrifiée, ses chaussures parfaitement cirées glissant légèrement alors qu'il se précipitait désespérément vers l'entrée principale. Il a agité les bras frénétiquement en direction de son propre personnel de sécurité, leur criant de se retirer immédiatement. Le directeur général a violemment bousculé la foule de mondains fortunés, abandonnant entièrement son sang-froid raffiné habituel. Il a attrapé les deux immenses agents de sécurité par les épaules, les poussant physiquement de côté et leur ordonnant de reculer. Amélie a vu le directeur général approcher et son sourire arrogant s'est élargi. Elle a supposé qu'il se précipitait pour lui présenter personnellement ses excuses pour la faille de sécurité et pour gérer lui-même mon expulsion humiliante. Enfin, un vrai service client, s'est plainte bruyamment Amélie en se plaçant directement sur le chemin du directeur, lui barrant la route vers moi. Vous devez renvoyer la personne qui était à l'accueil ce soir parce que cette femme est une fraude totale. Elle s'introduit dans mon événement privé et je veux qu'elle soit escortée hors de la propriété immédiatement. Elle harcèle ma famille. Le directeur général n'a même pas regardé Amélie. Il a complètement ignoré son existence comme si elle n'était rien de plus qu'un obstacle mineur et ennuyeux. Il a frôlé sa robe à paillettes argentées, la laissant planter là, la bouche bée sous le choc absolu. Il s'est arrêté juste devant ma sécurité, prenant une profonde inspiration saccadée pour calmer son cœur qui battait à tout rompre. Le directeur général a redressé sa posture et s'est avancé avec une déférence extrême qui a brisé la réalité de tous ceux qui regardaient. Il a joint les pieds et s'est incliné dans une profonde révérence respectueuse à 90 degrés, le regard fermement fixé sur le sol. « Bonsoir, madame, » dit le directeur, sa voix projetant clairement à travers la salle de bal silencieuse, portant un ton de soumission absolue. « Veuillez accepter mes plus plates excuses pour le comportement inacceptable de mon personnel. La salle de conférence privée de la direction a été entièrement préparée pour votre réunion d'acquisition ce soir, madame la présidente. Tout l'hôtel est à votre disposition. » Les mots ont flotté dans l'air comme un tremblement de terre. La mâchoire d'Amélie s'est décrochée, ses yeux exorbités alors qu'elle regardait le directeur s'incliner devant la sœur qu'elle venait de traiter de parasite sans abri. Le hoquet collectif de la foule d'élite a aspiré tout l'oxygène de la pièce. Debout près de l'entrée, Cédric a senti le sang quitter violemment sa tête. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable alors que ses yeux se verrouillaient sur l'élégante mallette en cuir noir tenue par l'imposant avocat d'affaires debout à ma droite. Le verre en cristal de whisky a glissé des doigts engourdis de Cédric, s'écrasant sur le sol en marbre et se brisant en 1000 morceaux. Le logo tranchant d'Apex Investissement était parfaitement gravé en lettres d'or pur sur le devant de la mallette. Le bruit sec du verre de whisky brisé de Cédric résonnant sur le sol en marbre silencieux n'a absolument pas suffi à pénétrer le mur épais de pure ignorance qui entourait mon ex-petit ami. Alors que le reste de l'élite politique et économique et les membres terrifiés de la famille étaient complètement paralysés à la vue du logo d'Apex Investissement brillant sur la mallette de mon avocat. Tristan restait totalement inconscient du changement de pouvoir massif qui venait de se produire dans la pièce. Il se tenait près du fond de la grande salle de bal, réseautant de manière agressive et buvant du champagne hors de prix, intimement convaincu que ce soir était la nuit où il deviendrait enfin multimillionnaire. Tristan a entendu le silence soudain se répandre dans la salle et a supposé qu'il s'agissait simplement d'une dispute familiale dramatique qui éclatait, exactement le genre de scène pathétique qu'il attendait d'Amélie et de sa sœur prétendument fauchée. Il a ajusté sa veste de smoking en velours, bombé le torse et a commencé à se frayer un chemin avec confiance à travers la foule figée de la haute société. Il a joué des coudes avec des élus locaux de premier plan et de riches chefs d'entreprise, entièrement concentrés sur les avocats d'affaires imposants debout près de la grande entrée. Tristan a vu les costumes sur mesure chers, la garde rapprochée imposante et le directeur général s'inclinant, et a immédiatement conclu que les mystérieux investisseurs milliardaires qui l'attendaient si désespérément étaient enfin arrivés au gala. Il est passé droit devant Valérie, qui se tenait encore la poitrine d'horreur, et a bousculé Amélie, qui regardait le directeur de l'hôtel dans un choc silencieux absolu. Tristan n'a même pas pris la peine de regarder mon visage ou de remarquer le tailleur rouge sang que je portais. Ses yeux avides étaient entièrement rivés sur l'avocat principal portant l'élégante mallette noire. Tristan s'est placé directement au centre de cette impasse tendue, affichant un sourire aveuglant et arrogant qui puait la confiance non méritée et l'ambition désespérée. Il a lissé sa cravate en soie et a projeté sa voix bruyamment à travers la salle de bal silencieuse, s'assurant que tout le monde aux alentours puisse l'entendre conclure son accord massif. « Excusez-moi, messieurs » a annoncé Tristan, le ton dégoulinant de fausse bravoure corporative alors qu'il s'adressait à mon équipe juridique,
ignorant complètement mon existence à côté d'eux. L'audace pure de son arrogance totalement aveugle pesait lourdement dans le silence étouffant de la salle de bal. Ma garde rapprochée n'a pas bronché, et mes avocats d'affaires l'ont simplement dévisagé avec des expressions de pitié froide et calculée. J'ai pris une inspiration lente et délibérée, laissant la satisfaction profonde du moment m'envahir tout entière avant de bouger enfin. Je me suis tourné lentement pour faire face à l'homme qui s'était moqué sans pitié de ma prétendue condition de sans-abri il y a tout juste 24 heures dans un message privé. Je l'ai jaugé de haut en bas, observant sa veste en velours loué et son sourire désespéré et avide. « Vous la regardez, Tristan ?» ai-je dit, ma voix lisse et complètement dépourvue de toute émotion coupant l'air tendu comme un scalpel. Tristan s'est figé pendant une fraction de seconde, ses yeux se verrouillant enfin sur les miens. Puis, il a laissé échapper un éclat de rire fort et odieux qui a résonné maladroitement contre les lustres de cristal. Il a rejeté la tête en arrière, croyant sincèrement que je venais de faire une blague pathétique et désespérée pour sauver la face devant ma riche sœur et le personnel de l'hôtel. « Oh mec, elle est bien bonne celle-là », a ricané Tristan agressivement, secouant la tête et regardant la foule silencieuse, s'attendant à ce qu'il se joigne à son amusement cruel. « Céline, il faut vraiment que tu arrêtes de te ridiculiser en public comme ça. Je sais que tu es contrariée d'avoir été jetée sous la pluie avec rien d'autre qu'une valise, mais prétendre être une investisseuse milliardaire pour impressionner les invités d'Amélie. C'est vraiment un autre niveau de pitié. Maintenant, s'il te plaît, écarte-toi pour que je puisse faire de vraies affaires avec les adultes de la pièce. » Il a tendu la main vers mon avocat principal, arborant toujours ce sourire narquois et condescendant. Refusant complètement d'accepter la réalité qui se tenait juste devant lui. L'avocat ne lui a pas serré la main. Au lieu de cela, il m'a regardé, attendant mon ordre silencieux. J'ai fait un seul hochement de tête bref. L'avocat a placé son pouce sur les fermoirs en argent de la mallette d'Apex Investissement, les ouvrant avec un clic métallique net. Il a plongé la main à l'intérieur et en a retiré un épais dossier brillant portant le logo exact de la start-up technologique en difficulté de Tristan. L'avocat a tendu le document avec une déférence formelle extrême, me le remettant directement. Le rire odieux de Tristan est mort brusquement dans sa gorge. Son sourire arrogant s'est évanoui instantanément, remplacé par un regard de terreur pure et absolue lorsqu'il a reconnu son propre dossier de présentation hautement confidentiel et exclusif reposant fermement entre les mains de la femme qu'il venait d'humilier publiquement. J'ai tenu l'épais dossier pendant un bref instant, sentant le poids absolu de tout son avenir fabriqué reposer dans mes paumes. Puis j'ai ouvert la main et j'ai laissé tomber le document. L'épais dossier a percuté le sol en marbre poli avec un bruit lourd, répandant ses projections financières méticuleusement falsifiées sur le sol, juste au niveau de ses chaussures brillantes et chères. Vos données utilisateurs sont entièrement fabriquées, Tristan, ai-je annoncé, ma voix projetant clairement à travers l'audience captivée des invités d'élite. Votre entreprise perd de l'argent à un rythme insoutenable, et vos prévisions de revenus ne sont que des mensonges désespérés pour couvrir vos échecs opérationnels massifs. Moi, la fondatrice et présidente directrice générale d'Apex Investissement, je rejette officiellement votre demande de financement de 5 millions d'euros. Je me suis approché, me penchant pour que mes mots le frappent avec un impact dévastateur maximal. Et parce que vous avez soumis des documents financiers falsifiés à une société d'investissement, bonne chance avec l'audit sévère de l'AMF que j'ai déclenché cet après-midi. Le sang a complètement quitté le visage de Tristan. Ses jambes ont cédé sous lui, et il s'est effondré lourdement à genoux, atterrissant directement sur son dossier éparpillé et ruiné. Un murmure de choc collectif a parcouru la foule d'élite alors que la réalité de mon pouvoir absolu s'installait enfin. Debout près des restes brisés de son verre de whisky, Cédric regardait Tristan tomber au sol, et une horreur froide et paralysante s'est emparée de sa poitrine alors qu'il réalisait qu'il était le prochain. Le bruit des genoux de Tristan heurtant le sol en marbre a été le déclencheur exact qui a finalement brisé les derniers morceaux de la fragile santé mentale de Cédric. Le finance bro arrogant qui avait passé les 5 dernières années à parader dans notre domaine ancestral comme un sauveur des temps modernes, agissant comme si sa simple présence élevait la marque de notre famille, a soudainement perdu la moindre once de son assurance fabriquée. Le bronzage profond qu'il avait payé au cercle privé a semblé s'effacer complètement, laissant son visage d'une nuance grise, maladive et terrifiante. Les morceaux brisés de son verre de whisky gisaient oubliés autour de ses chaussures onéreuses alors que ses jambes le lâchaient, et il a trébuché en avant. Ses mouvements désespérés manquaient complètement de sa grâce polie habituelle. Il a bousculé aveuglément les élus locaux de premier plan et les riches chefs d'entreprise, heurtant les lourdes compositions florales alors qu'il courait presque à travers la salle de bal. Amélie a essayé d'attraper son bras,
tendant la main avec sa manche lourde de paillettes pour l'empêcher de faire une scène publique, mais Cédric a violemment dégagé son bras, ignorant totalement sa femme confuse. Il a réduit la distance entre nous, haletant lourdement. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient maintenant un désordre chaotique tombant sur ses yeux terrifiés. Les imposants avocats d'affaires qui m'encadraient se sont immédiatement tendus, prêts à faire signe à la garde rapprochée, mais j'ai levé un seul doigt, leur ordonnant de ne pas intervenir et de laisser l'homme désespéré s'approcher. Cédric n'a pas bombé le torse ni essayé de m'intimider. Au lieu de cela, l'homme qui s'était moqué de moi sans pitié en jetant mes bagages sous la pluie glaciale il y a tout juste 24 heures s'est physiquement effondré juste devant mon tailleur rouge sang. Des larmes coulaient ouvertement sur son visage, ruinant sa façade arrogante alors qu'il fixait le logo d'Apex Investissement brillant sur les mallettes. Sa voix s'est brisée, craquant en un gémissement pathétique et aigu qui a résonné dans la salle de bal devenue silencieuse comme la mort. « Céline, s'il te plaît » a-t-il supplié, ses mains tremblant violemment alors qu'il tendait la main comme pour s'accrocher physiquement à mon blazer hors de prix. « Tu es Apex. Mon entreprise, Céline. C'est tout ce que j'ai. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton beau-frère. » Je n'ai pas bronché. Je suis resté parfaitement immobile, regardant l'homme pathétique en larmes qui avait passé des années à me faire sentir comme une étrangère inutile dans ma propre maison. J'ai regardé son costume sur mesure coûteux, celui qu'il avait probablement acheté en utilisant les prêts commerciaux toxiques que mon entreprise venait d'acheter pour une bouchée de pain. Toute la salle regardait, retenant son souffle collectif alors que le gendre blanc et riche, qui avait toujours agi avec supériorité envers tout le monde dans notre entourage, suppliait maintenant une femme d'affaires pour sa survie financière. Je n'ai pas ressenti une once de pitié ou d'obligation familiale. Je n'ai ressenti que la satisfaction froide et dure de la justice absolue. Tu as la mémoire très courte, Cédric, ai-je dit, ma voix lisse et impitoyable portant facilement au-dessus de ses sanglots pathétiques. Hier soir à peine, tu étais debout dans le couloir du manoir de mes parents, riant pendant que mes bagages étaient jetés sous l'orage. Tu m'as regardé droit dans les yeux et as fièrement déclaré qu'on aurait dû me faire payer un loyer il y a 5 ans parce que je n'étais rien d'autre qu'une parasite inutile drainant vos ressources. J'ai légèrement incliné la tête, regardant la terreur pure écarquiller ses yeux injectés de sang. Eh bien, c'est incroyablement drôle, Cédric, parce que je viens officiellement de geler tous tes comptes d'entreprise. La foule a halté, une vague collective de choc parcourant les spectateurs fortunés. Cédric a laissé échapper un son étranglé et désespéré, s'agrippant la poitrine comme s'il faisait une crise cardiaque. Je me suis penché plus près, m'assurant que chaque politicien et rival commercial dans la pièce puisse entendre la vérité absolue sur son faux empire. Tu joues le rôle du riche investisseur à succès depuis des années, regardant mon père de haut et utilisant le statut social de ma sœur pour garantir des prêts commerciaux frauduleux. Tu as loué ces voitures de luxe en leasing. Tu as acheté à Amélie ce sac Chanel à 5 000 €, et tu as financé tout ton mode de vie en utilisant des dettes agressivement à effet de levier que tu ne pourrais jamais rembourser. Et quand les banques régionales se sont fatiguées de tes défauts de paiement constants, elles ont vendu ta dette toxique et sans valeur à Apex Investissement. Cédric a poussé un gémissement fort et atroce, tombant à genoux juste à côté de Tristan, le fondateur ruiné de la start-up. Il hyperventilait ouvertement, le visage enfoui dans ses mains tremblantes, alors que la réalité de son exécution financière totale le détruisait enfin. Je n'ai pas attendu qu'il reprenne son souffle. J'ai tendu la main, et mon avocat principal a immédiatement placé l'enveloppe légale épaisse et impeccable directement dans ma paume. J'ai laissé tomber le mandat de saisie officielle des actifs directement sur les genoux tremblants de Cédric. Amélie, qui était restée figée dans une horreur absolue, est finalement sortie de sa paralysie. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule silencieuse, sa robe à paillettes argentées accrochant la lumière alors qu'elle se précipitait. Son visage était contorsionné par une panique aveuglante, regardant frénétiquement de son mari en larmes sur le sol aux documents juridiques terrifiants posés sur ses genoux. « Qu'est-ce que tu as fait » a hurlé Amélie, sa voix perçante et hystérique résonnant violemment sur les lustres en cristal. « Tu ruines mon mari. Qu'est-ce que tu lui as fait » Je me suis tourné lentement pour regarder ma petite sœur chérie, mon expression entièrement dépourvue de toute chaleur. « Bienvenue dans ton avenir, Amélie, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure froid et glaçant. Sortir avec un homme en faillite. La mâchoire d'Amélie s'est décrochée, ses mains volant à sa bouche alors que la réalité dévastatrice s'abattait sur elle. Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, le bruit lourd et agressif de pas a martelé le sol en marbre. Henri a surgi de la foule, bousculant le personnel de restauration avec une force brutale.
Son visage était d'une teinte violette dangereuse et terrifiante, les veines de son cou saillant violemment alors qu'il me foudroyait du regard. « Comment oses-tu détruire le mari de ta sœur » a-t-il hurlé, la voix emplie d'une rage aveugle absolue. « Tu es une honte pour cette famille. » Henri s'est avancé, ses chaussures Richelieu cirées claquant agressivement sur le sol en marbre, le torse bombé dans une dernière tentative désespérée d'affirmer sa domination sur la pièce. Il s'est arrêté à quelques centimètres de ma sécurité, ignorant complètement les deux hommes en pleurs sur le sol, les yeux flamboyants d'un mélange toxique de fureur et d'humiliation profonde. Derrière lui, Valérie se frayait un chemin frénétiquement à travers la foule stupéfaite de l'élite. Son tailleur en lin blanc immaculé était froissé, son visage un masque de panique frénétique absolue. Elle serrait son collier de perles si fort que ses jointures étaient blanches, ses yeux passant follement de ses amies influentes de la paroisse à qui elle venait de mentir, à la scène dévastatrice qui se déroulait autour de sa fille adorée. La façade soigneusement construite de l'héritage de la famille implosait violemment en temps réel, et ils étaient complètement impuissants à l'arrêter. Henri a pointé un doigt manucuré tremblant vers mon visage, sa voix un rugissement dur et terrifiant qui a fait taire même les murmures les plus doux de la salle de bal. « Comment oses-tu humilier cette famille devant nos invités » a-t-il beuglé, le visage déformé en un rictus que j'avais craint pendant 31 ans. « Tu fais irruption ici déguisé comme un figurant bon marché dans un film de mafieux et tu attaques publiquement le mari de ta sœur. Cédric est un esprit brillant, un pilier de la communauté financière, et tu n'es rien d'autre qu'une ratée petite et jalouse, essayant d'entraîner tout le monde vers le bas à ton niveau pathétique. Tu dois immédiatement des excuses à cette famille. » Valérie la rejoint, lui attrapant le bras, non pas pour le calmer, mais pour se joindre à l'attaque. Sa voix était perçante et tremblante d'une vanité désespérée. « Nous t'avons tout donné, Céline, » a hurlé Valérie, les yeux écarquillés et humides de larmes de pure honte sociale. « Nous t'avons mis un toit sur la tête. Nous t'avons nourri. Nous avons toléré ton absence totale d'ambition pendant des années alors que tu restais assise dans cette chambre à ne rien faire de ta vie. Nous t'avons soutenu quand tu as pleuré pour ce job de restauration rapide. Et c'est comme ça que tu nous remercies ? En te pointant au gala de lancement de ta sœur et en essayant de ruiner la nuit la plus importante de sa carrière ? Tu es une honte pour notre nom de famille et tu nous dois tout. » Je suis resté parfaitement immobile, laissant leurs mots haineux glisser sur moi comme de l'eau sur une pierre. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré, et je ne suis pas redevenue la fille terrifiée de 22 ans qui avait l'habitude de mendier leur approbation. J'ai regardé Henri, observant son smoking onéreux et l'arrogance aveuglante absolue qui irradiait de chaque pore de son corps. Puis j'ai regardé Valérie, qui essayait toujours de maintenir un contact visuel avec les riches mondaines, les suppliant silencieusement de croire son récit fabriqué de mères souffrantes. Ils étaient tellement obsédés par leur image d'excellence bourgeoise qu'ils s'étaient complètement déconnectés de la réalité. J'ai tendu la main et mon avocat principal a sorti de manière fluide la dernière enveloppe juridique impeccable de l'élégante mallette noire. J'ai brandi le document, le papier lourd accrochant la lumière dorée des lustres en cristal, et un silence profond et terrifiant est instantanément tombé sur toute la salle de bal. « Vous ne m'avez rien donné » ai-je déclaré, ma voix descendant à un calme lisse et létal qui a tranché la tension comme une lame de rasoir. « Vous m'avez donné une enfance faite de comparaisons constantes, de critiques toxiques et d'amour conditionnel basé entièrement sur ma capacité à me produire pour vos amis du cercle privé. Vous m'avez jeté sous la pluie glaciale il y a 24 heures avec un billet de 100 € froissé parce que vous croyiez que j'étais une parasite fauchée et au chômage qui drainait vos précieuses ressources. J'ai fait un pas lent et délibéré vers mon père, regardant la couleur commencer à quitter son visage alors que ses yeux se verrouillaient sur l'enveloppe légale dans ma main. Mais voici la partie vraiment fascinante, Henri, ai-je continué, m'assurant que ma voix se projette clairement vers chaque politicien et rival commercial présent dans la salle. Pendant que vous étiez occupé à me jeter à la rue sous prétexte que j'étais fauché, vous cachiez activement le fait que vous êtes complètement et irrémédiablement ruiné. La foule a laissé échapper un halètement aigu et collectif. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai enfoncé la lame plus profondément. Il y a 3 ans, lorsque la toute première entreprise immobilière commerciale de Cédric a discrètement implosé et qu'il a fait face à la ruine totale, vous étiez tellement terrifié à l'idée de perdre la face devant cette foule exacte que vous avez commis un suicide financier. Vous avez secrètement contracté une deuxième hypothèque massive sur le domaine ancestral de la famille, hypothéquant complètement le manoir générationnel juste pour renflouer votre précieux gendre blanc. Vous avez risqué le toit au-dessus de votre propre tête pour protéger son faux empire, et vous l'avez caché à tout le monde dans cette pièce. Amélie a laissé échapper un sanglot étouffé et horrifié, ses mains volant à sa bouche alors qu'elle regardait ses parents avec une incrédulité absolue.
Valérie a laissé échapper un gémissement aigu et paniqué, secouant la tête frénétiquement alors qu'elle essayait désespérément de nier la vérité. Mais les mots étaient déjà sortis. Vous avez vidé vos comptes de retraite. J'ai insisté, mes yeux fixés sur le visage terrifié d'Henri. Vous vous êtes saigné à blanc juste pour effectuer les paiements mensuels minimums sur cette hypothèque secrète. Pendant que Cédric continuait d'emprunter plus d'argent pour acheter des sacs de créateurs à Amélie et louer des voitures de luxe. Vous avez priorisé son faux succès sur votre propre survie, et maintenant l'addition est enfin arrivée. Vous n'avez pas payé la banque depuis 6 mois, Henri. Le manoir est en grave défaut de paiement, et vous êtes à quelques jours d'une saisie totale. La salle de bal a explosé en une symphonie chaotique de murmures choqués et de chuchotements frénétiques. Les riches dames de la paroisse auxquelles Valérie se vantait il y a quelques instants la regardaient maintenant avec des expressions d'horreur pure et de jugement. Les élus locaux de premier plan et les élites parisiennes échangeaient des regards stupéfaits. L'illusion entière de la richesse de la famille volait complètement en éclats en un instant. Henri a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Sa mâchoire tremblait, ses mains tremblant violemment le long de son corps alors que la réalité profonde de son exposition publique le paralysait. Valérie s'est effondrée contre son épaule, sanglotant de façon incontrôlable, non pas parce qu'elle avait perdu sa maison, mais parce qu'elle avait définitivement perdu son statut social intouchable. L'image soigneusement organisée de l'excellence bourgeoise qu'ils avaient vénérée pendant des décennies gisait en 1 million de morceaux irréguliers sur le sol en marbre, juste à côté du verre de whisky brisé de Cédric. Je n'ai ressenti aucune once de pitié ni d'obligation familiale. Je n'ai ressenti que la satisfaction froide et dure de la justice absolue et indéniable. Un serveur qui passait, pétrifié par le choc à quelques pas de là, tenait un plateau en argent chargé de coupes de champagne fraîche. J'ai tendu la main, prenant l'enveloppe légale nette, et je l'ai claquée sur le plateau en argent poli avec un bruit sec et résonnant qui a fait écho violemment dans la pièce silencieuse. J'ai racheté ta dette, papa, ai-je annoncé, ma voix résonnant avec une finalité absolue. Le bruit sec de la vie d'expulsion heurtant le plateau en argent a résonné dans la salle de bal silencieuse comme un coup de feu. Valérie ne pouvait plus maintenir la fragile illusion de sa vie immaculée. Ses genoux ont cédé complètement, pliant sous le poids écrasant de sa ruine publique absolue. Elle s'est effondrée lourdement sur une chaise en velours à proximité, son tailleur en lin blanc immaculé se froissant alors qu'elle enfouissait son visage dans ses mains tremblantes. Les sanglots forts et déchirants qui lui déchiraient la gorge n'étaient pas des larmes de tristesse pour la fille qu'elle avait si cruellement abandonnée sous la pluie glaciale. C'étaient des larmes de terreur pure et absolue face à la perte immédiate de son statut social intouchable. Les riches dames de la paroisse qu'elle avait passé des décennies à essayer d'impressionner la regardaient maintenant avec des yeux froids et pleins de jugement, chuchotant derrière leurs mains alors que la puissante marque de la famille se désintégrait sous leurs yeux. Valérie pleurait de manière incontrôlable, pleurant la mort de ses adhésions au cercle privé, de ses somptueux déjeuners de charité et de la fausse richesse générationnelle qu'elle avait utilisée pour masquer ses profondes insécurités. À quelques pas de là, Amélie hyperventilait violemment, sa poitrine se soulevant alors qu'elle luttait pour faire entrer de l'oxygène dans ses poumons. La lourde robe à paillettes argentées dont elle s'était pavanée fièrement dans la salle ressemblait soudain à un costume bon marché. Ses yeux grands ouverts et paniqués passaient de la forme recroquevillée de sa mère en pleurs à la vue pathétique de son mari, le finance bro Cédric, qui sanglotait toujours sur le sol en marbre à côté de Tristan, le fondateur ruiné de la start-up. Les mains parfaitement manucurées d'Amélie agrippaient ses cheveux, ruinant son brushing coûteux alors que la réalité dévastatrice de toute son existence brisait finalement son esprit. Chaque vacance de luxe, chaque sac à main de créateur, chaque bijou en diamant que Cédric lui avait jamais acheté avait été entièrement financé par des dettes massives impayées. Mais la réalisation la plus atroce de tout était la vérité horrifiante sur qui avait secrètement gardé les lumières allumées. Amélie a regardé mon costume rouge sang et la mallette d'Apex Investissement, et la révélation l'a frappée avec la force d'un train de marchandises. L'intégralité de son mode de vie glamour, sa fausse excellence bourgeoise et le toit même au-dessus de la tête de ses parents avaient été secrètement financés par mes renflouements invisibles. La sœur au chômage dont elle s'était moquée sans pitié sur Instagram, la femme qu'elle avait fièrement jetée à la rue, avait été le seul pilier financier empêchant leur destruction totale pendant 3 années entières. Amélie a cherché son souffle, ses genoux s'entrechoquant alors qu'elle réalisait que son arrogance suprême avait directement causé sa propre exécution. Elle avait jeté son véritable propriétaire hors de sa propre maison juste pour poster une mauvaise blague sur Internet. Et maintenant, elle allait se retrouver totalement à la rue à cause de ça. L'enfant prodige s'étouffait avec les cendres amères de sa propre vanité, fixant les conséquences terrifiantes de sa cruauté de toujours,
tandis que sa mère gémissait bruyamment en arrière-plan, pleurant leur mort sociale totale. Pendant que la famille immédiate était piégée au centre de la salle de bal, complètement paralysée par ce massacre financier public, mes yeux balayaient le périmètre de la foule choquée. Je cherchais la seule personne qui avait ardemment attisé les flammes de mon humiliation il y a tout juste 24 heures. Debout près de l'immense pyramide de champagne, tante Brigitte essayait désespérément de se rendre invisible. La femme bruyante et odieuse qui avait passé toute sa soirée à propager des commérages agressifs sur ma prétendue chute essayait maintenant frénétiquement d'échapper aux rayons d'explosion de la famille. Brigitte se recroquevillait, serrant son sac à main bon marché contre sa poitrine alors qu'elle essayait de reculer discrètement dans la foule dense d'élus et de chefs d'entreprise stupéfaits. Le gloussement malveillant qu'elle avait utilisé pour se moquer de mon arrivée avait complètement disparu, remplacé par les yeux écarquillés et terrifiés d'un rat acculé essayant désespérément de fuir un navire en train de couler. Elle pensait pouvoir se faufiler par les portes latérales et prendre ses distances avec les retombées toxiques, prétendant n'avoir jamais fait partie de la campagne cruelle contre moi. Je n'allais pas la laisser s'échapper dans l'ombre. J'ai marché d'un pas lent et délibéré vers la petite scène où l'orchestre de jazz avait joué plus tôt. La foule s'est écartée devant moi, reculant immédiatement comme si je séparais les eaux de la mer Rouge. Leurs yeux étaient remplis d'un mélange de peur absolue et de profond respect. J'ai gravi les 2 courtes marches de la plateforme, mon tailleur rouge sans captant la lumière des lustres au-dessus. J'ai tendu la main et saisi le microphone sur son pied en chrome poli. Un léger larcène a résonné pendant une brève seconde, coupant net les sanglots bruyants de Valérie et s'assurant que chaque personne dans l'immense salle de bal était suspendue à mes moindres mouvements. J'ai regardé directement à travers la pièce, verrouillant mon regard entièrement sur la femme dans la robe à plumes criardes qui était actuellement à mi-chemin de la sortie. « Tu pars déjà, Brigitte ?» ai-je parlé dans le microphone, ma voix se projetant doucement et dangereusement, résonnant sur les plafonds voûtés et rebondissant sur les murs de marbre. Le son de son nom tonnant à travers la salle silencieuse l'a fait se figer instantanément dans son élan. Brigitte s'est arrêtée net, en plein milieu de la foule. Ses épaules se sont raidies alors que des centaines d'invités d'élite ont immédiatement tourné la tête pour la fixer. Elle était complètement prise au piège, prise la main dans le sac en train de tenter d'abandonner la famille même qu'elle venait de louer sans relâche. Je me suis avancé plus près du bord de la scène, tenant le microphone avec une autorité absolue et désinvolte. Je croyais que tu avais dit que cette famille célébrait les gagnants, Brigitte, ai-je continué, mes mots dégoulinant d'une précision glaciale et mortelle. Tu as passé toute la matinée à concocter cette magnifique publication de compte à rebours pour ce gala, t'assurant que tout le monde à Paris sache exactement à quel point tu méprisais la ratée paresseuse de 31 ans. Tu as identifié tous tes amis éminents pour qu'ils rient de mes bagages sous la pluie. Eh bien, voici la gagnante, Brigitte. Debout juste devant toi, détenant l'acte de propriété du domaine que tu te vantes constamment de visiter. Brigitte s'est lentement retournée pour me faire face, son visage d'une nuance de gris maladive et terrifiante. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son ne sortait. Elle était complètement dépouillée de son arrogance toxique. Son personnage de relation publique a été violemment arraché, ne laissant rien d'autre qu'une coquille pathétique et terrifiée. Ne laisse pas la réalité de cette situation arrêter tes mises à jour sur les réseaux sociaux, ai-je ordonné dans le microphone, ma voix résonnant avec une domination totale. Sors ton téléphone tout de suite. Je veux que tu prennes une photo de Cédric en train de pleurer sur le sol. Je veux que tu prennes une photo d'Henri debout, ruiné. Et plus important encore, n'oublie pas de publier ce moment précis sur ta page Instagram. Dis à tous tes riches amis que la parasite au chômage vient d'acheter toute ta famille. Et Brigitte. Assure-toi de m'identifier. L'humiliation absolue et pure de l'instant s'est abattue sur elle, l'écrasant dans une soumission totale. Brigitte a baissé la tête, complètement humiliée, ses mains tremblant si fort qu'elle a fait tomber son sac à main sur le sol. Les mondains fortunés autour d'elle se sont physiquement reculés, la traitant comme une maladie hautement contagieuse. Elle était publiquement ruinée. Son statut social complètement décimé par la femme même qu'elle avait essayé de détruire. J'ai baissé le microphone et je l'ai reposé doucement sur le pied en chrome, le léger bruit sourd finalisant la destruction absolue de leur monde fabriqué. Je me tenais au bord de la scène et regardais les vestiges pathétiques de ma famille brisée. Aucun cri ne sortait de mes lèvres. Aucune larme de colère ne coulait sur mon visage. Je ne ressentais pas le besoin de hurler, d'enrager ou d'exiger des excuses creuses de la part de personnes fondamentalement incapables d'offrir le moindre remords sincère. Je n'ai ressenti qu'une pure conclusion glaciale lavait tout mon esprit.
Les chaînes émotionnelles toxiques qui m'avaient lié à leurs besoins constants et désespérés d'approbation étaient complètement et définitivement brisées, éparpillées sur le froid sol en marbre aux côtés des cendres de leur fausse richesse générationnelle. J'ai regardé Henri, qui fixait le vide d'un regard absent, un homme vaincu et complètement brisé qui avait sacrifié sa propre fille pour une illusion temporaire. J'ai regardé Valérie, pleurant toujours pathétiquement sur sa chaise en velours, pleurant la mort de sa vie sociale plutôt que la perte de son enfant. J'ai regardé Amélie et Cédric, deux fraudeurs arrogants, affrontant enfin la réalité terrifiante et inéluctable d'une pauvreté totale. Ils avaient bâti tout leur royaume rutilant sur des mensonges malveillants, et j'avais simplement tiré le seul fil financier qui détricotait tout le reste. J'ai détourné mon attention des décombres et j'ai regardé mes deux imposants avocats d'affaires, se tenant fidèlement près du plateau en argent qui contenait l'avis d'expulsion et les mandats de saisie. Nous en avons terminé ici, ai-je dit, ma voix portant une finalité calme et absolue qui a résonné doucement dans les conséquences de la dévastation. Laissez les huissiers s'occuper du reste. Je suis descendu de la scène et j'ai tourné le dos à ma famille en pleurs et en cris, marchant lentement et délibérément vers les grandes portes en chêne. J'ai tourné le dos aux ruines fumantes de l'héritage de la famille et j'ai commencé la longue et délibérée marche dans l'allée centrale de la grande salle de bal. Derrière moi, la symphonie dévastatrice de leur ruine absolue résonnait contre les lustres de cristal. Les sanglots déchirants de Valérie portés par-dessus la foule, se mêlant à l'hyperventilation hystérique d'Amélie et aux cris furieux et paniqués d'Henri. C'était un cœur chaotique et pathétique de personnes qui avaient finalement été violemment dépouillées de leurs précieuses illusions. Mais je n'ai pas ralenti mon rythme ni tourné la tête pour les regarder une dernière fois. Alors que je m'approchais des immenses et lourdes portes en chêne, ma garde rapprochée s'est avancée en douceur pour les ouvrir, révélant l'étendue sereine et lumineuse du hall de l'hôtel de luxe. J'ai franchi le seuil, et les lourdes portes en bois se sont refermées derrière moi, coupant instantanément les cris frénétiques et réduisant la crise catastrophique à un bourdonnement sourd et étouffé. Le contraste entre le paysage infernal absolu que je venais de quitter dans cette salle de bal et la profonde et exquise tranquillité du hall vide était à couper le souffle. Une douce musique classique était diffusée par des haut-parleurs dissimulés, totalement imperturbables par le massacre financier qui venait de se produire à quelques mètres de là. Mes talons aiguilles noirs ont claqué sur les sols en marbre poli à un rythme lent et régulier qui ressemblait au tic-tac d'une horloge, marquant les dernières secondes de leur faux empire. Le personnel de l'hôtel posté près des bureaux de réception s'est immédiatement redressé à mon passage, inclinant la tête dans un profond respect silencieux pour la femme qui venait d'ordonner à leur directeur général de plier le genou. J'ai marché en gardant les épaules en arrière et la tête haute. Le tailleur Balmain Rouge s'ensuivait chaque mouvement avec perfection. Il n'y avait aucune précipitation dans ma démarche, aucun sprint alimenté par l'adrénaline pour fuir la scène du crime. J'ai glissé à travers le hall somptueux avec l'assurance sereine et absolue d'un prédateur dominant qui venait de terminer un repas extrêmement satisfaisant. L'anxiété écrasante et étouffante qui me paralysait chaque fois que j'étais dans la même pièce que mes parents toxiques avait entièrement disparu, complètement remplacé par un océan vaste et profond d'une paix inébranlable. J'étais entré dans ce bâtiment comme le fantôme du bouc émissaire de la famille. Mes gens ressortaient comme l'architecte indéniable de leur destruction ultime, et c'était absolument magnifique. J'ai poussé les portes tambours en verre étincelantes à l'entrée principale de l'hôtel et je suis sorti dans la nuit fraîche et vive de Paris. Le violent orage qui s'était abattu sur la ville 24 heures plus tôt, la même pluie glaciale dans laquelle il m'avait joyeusement jeté, était complètement passé. Le ciel au-dessus de la ligne d'horizon était maintenant parfaitement dégagé, et le pavé humide et lisse du rond-point du voiturier reflétait les lumières vives de la ville comme un immense miroir sombre. L'air vif a rempli mes poumons, un goût incroyablement frais et entièrement dépourvu du parfum étouffant et toxique des élites mondaines que je venais d'anéantir. Mon chauffeur se tenait déjà sur le trottoir, tenant grande ouverte la porte arrière de la Mercedes Maybach noire personnalisée. Les voituriers de l'hôtel se sont précipités, essayant d'offrir leur aide, mais ma sécurité personnelle les a repoussés d'un geste fluide, s'assurant que j'avais un chemin absolument dégagé vers le véhicule de luxe. Je suis monté dans l'habitacle spacieux, m'enfonçant dans les sièges en cuir crème chauffant et incroyablement doux. Mon avocat principal m'a fait un bref signe de tête respectueux avant de se diriger vers le SUV noir élégant garé directement derrière ma voiture, emportant avec lui l'avis d'expulsion signé et les mandats de saisie pour commencer les exécutions légales finales. La lourde porte de la Maybach s'est fermée avec un bruit sourd et réconfortant, m'enfermant complètement dans ma propre forteresse privée et impénétrable de richesse et de sécurité. La séparation insonorisée était déjà levée, m'offrant une isolation totale. J'ai posé ma tête contre l'appui tête moelleux, tournant mon visage vers la vitre teintée. Les néons du quartier d'affaires ont glissé sur ma peau,
peignant mon reflet en nuances alternées d'or et de cramoisi profond. Je suis restée assise là, dans un silence parfait, attendant que la morsure familière et lourde de la culpabilité familiale rampe dans ma poitrine, mais elle n'est jamais venue. Il n'y avait aucun remords à avoir expulsé mes parents ou mis en faillite mon arrogant beau-frère. Il n'y avait que la sensation physique profonde et stupéfiante d'un fardeau de 31 ans enfin soulevé de mes épaules fatiguées. Les décennies de manipulation émotionnelle profonde, les comparaisons constantes et douloureuses avec ma sœur chérie, la lutte implacable et désespérée pour gagner l'approbation d'un père qui ne voyait en moi qu'un échec. Tout cela s'était simplement évaporé dans l'air frais de la nuit. J'étais complètement et totalement libre du poids écrasant de leur fausse excellence bourgeoise. Et je ne m'étais jamais sentie aussi légère de toute ma vie. J'ai regardé le reflet de mon propre visage calme et satisfait dans la vitre sombre du véhicule de luxe, complètement en paix avec la dévastation absolue que je venais de déclencher sur les personnes qui partageaient mon sang. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone me reliant à la cabine avant de la voiture silencieuse qui attendait. « Ramenez-moi à la maison » ai-je ordonné à mon chauffeur, ma voix parfaitement lisse et portant le poids sans effort de la victoire totale. Le puissant moteur de la Maybach a ronronné, incroyablement silencieux mais indéniablement dominant, alors que la longue voiture noire s'éloignait en douceur du trottoir et s'insérait dans la circulation lumineuse de Paris. Laissant l'hôtel de luxe et les restes brisés de la famille entièrement derrière moi. Au moment même où la voiture s'engageait sur le périphérique, le smartphone crypté posé sur le siège en cuir vide à côté de moi a commencé à vibrer agressivement. Le bourdonnement sec et incessant a coupé le silence profond de l'habitacle. L'écran sombre s'est soudainement illuminé, projetant une lumière vive et dure sur le cuir crème. J'ai baissé les yeux et j'ai regardé les notifications commencer à s'empiler rapidement sur l'écran verrouillé, affluant à un rythme frénétique et désespéré. L'écran a clignoté violemment avec un flux continu de noms familiers illuminant l'intérieur sombre de la voiture. Amélie, Henri, Valérie, Cédric. Les supplications avaient officiellement commencé. Le lendemain matin est arrivé avec une clarté brillante et aveuglante qui a semblé balayer des décennies de lourd brouillard toxique. La lumière dorée du soleil se déversait généreusement par les immenses baies vitrées de mon Penthouse de Neuilly-sur-Seine, illuminant le mobilier moderne et élégant et projetant de longues ombres sur les parquets impeccables. La ville de Paris s'étendait à l'infini sous mes pieds, totalement inconsciente du changement sismique absolu qui s'était produit dans ces cercles sociaux d'élite quelques heures auparavant. Je me suis réveillé naturellement, sans le son dur et discordant d'une alarme, ressentant une paix profonde et enracinée irradier à travers chaque fibre de mon être. L'anxiété lourde et écrasante qui accompagnait habituellement mes matins, cette peur profondément ancrée de ne pas être à la hauteur, de ne pas répondre aux standards impossibles d'Henri ou aux critères sociaux superficiels de Valérie, s'était complètement évaporée dans l'air frais du matin. Je me suis glissé hors des luxueux draps en soie de mon lit king size, enroulant fermement un peignoir en cachemire doux autour de mes épaules. Mes pieds nus ont avancé silencieusement sur le marbre froid de la salle de bain principale et sont sortis dans la vaste cuisine ouverte. Je marchais avec la grâce lente et mesurée d'une femme qui avait enfin réclamé toute son existence. J'ai appuyé sur un bouton caché de la console domotique et les mélodies douces et complexes d'une suite pour violoncelle de Bach ont commencé à dériver doucement des haut-parleurs surround dissimulés. La musique riche a rempli l'espace calme et caverneux, créant une atmosphère parfaite de tranquillité absolue et intouchable. Je me suis dirigé vers l'îlot de cuisine sur mesure et j'ai commencé le processus précis et méthodique de préparation d'un café filtre. J'ai mesuré les grains torréfiés onéreux avec des mouvements minutieux et exacts, les broyant parfaitement avant de verser lentement l'eau fumante sur la mouture fraîche dans une spirale lente et hypnotique. L'arôme riche et sombre du café a éclos dans le Penthouse silencieux, se mêlant à la perfection à la musique classique résonnant sur les murs de verre. Je suis resté là, simplement à respirer la matinée, regardant le liquide sombre couler lentement dans ma tasse en céramique préférée, complètement présente dans la réalité belle et sereine que j'avais bâtie de mes propres mains. C'était un matin de triomphe pur et non altéré, une célébration discrète de mon indépendance durement gagnée et de ma liberté totale et absolue vis-à-vis de leur emprise étouffante. J'ai attrapé la tasse en céramique, laissant la chaleur réconfortante pénétrer mes paumes, et je me suis enfin dirigé vers le canapé en velours où j'avais négligemment jeté mon smartphone crypté la nuit précédente. L'appareil reposait là silencieusement, son écran sombre cachant le chaos désespéré et frénétique des personnes que je venais de ruiner. J'ai tapoté l'écran, et l'affichage s'est immédiatement illuminé, montrant l'ampleur stupéfiante de leur panique absolue. Une bulle de notifications rouges vives flottait de manière agressive au-dessus de mon journal d'appels, affichant le nombre faramineux de 57. 57 appels manqués de la part des mêmes personnes qui avaient pratiquement ri en me poussant dehors sous un orage glacial il y a à peine quelques jours.
Les noms s'empilaient sur l'écran lumineux selon un schéma continu et désespéré. Henri, Valérie, Amélie, Cédric, et même quelques appels paniqués de tante Brigitte, qui était clairement terrifiée à l'idée d'être incluse dans le massacre financier. J'ai tapé sur l'icône de la messagerie vocale et j'ai sélectionné le message le plus récent laissé par ma mère, Valérie, il y a seulement 3 heures, en pleine nuit. Sa voix a grésillé dans le haut-parleur du téléphone, épaisse de sanglots lourds et dramatiques et du son indéniable d'une terreur pure et étouffante. « Céline, s'il te plaît, décroche », pleurait Valérie, sa voix dépouillée de toute son arrogance mondaine habituelle. « Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas prendre la maison, Céline. Nous sommes ta famille. Les liens du sang sont sacrés. Tu dois te souvenir de ça. » Elle a continué à divaguer de manière hystérique sur le pardon et sur la façon dont Dieu nous commande d'honorer nos parents, ignorant complètement les décennies d'abus émotionnels profonds auxquels elle avait activement participé. Elle a pleuré sur le fait que ses amis de la paroisse ne la regarderaient plus jamais de la même manière, prouvant que même dans ses heures les plus sombres, sa plus grande peur était de perdre sa fausse réputation. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, regardant l'écran alors qu'une notification pour un nouveau SMS d'Amélie apparaissait. L'enfant prodige essayait déjà désespérément de sauver sa propre peau en se retournant violemment contre son finance bro de Marie Blanc. « Céline, c'est entièrement la faute de Cédric », a tapé Amélie, ses mots puant un pathétique instinct de préservation désespéré. « Il m'a menti sur tout. Il a caché les dettes. Et je n'avais absolument aucune idée qu'il arnaquait maman et papa. Je te le jure. S'il te plaît, ne prends pas mes voitures. S'il te plaît, Céline, je suis ta petite sœur. Je demanderai le divorce aujourd'hui si tu arrêtes la saisie et me donnes une allocation mensuelle. » J'ai lu le SMS frénétique et pathétique de la sœur qui venait de me dire que je n'avais pas ma place dans la haute société. Et j'ai réalisé quelque chose de profondément marquant. Je ne ressentais absolument rien pour aucun d'entre eux. La colère viscérale et profonde qui avait alimenté mon ascension silencieuse au pouvoir. Le chagrin tenace d'être le bouc émissaire mal aimé. Le désespoir persistant d'espérer qu'il verrait un jour ma vraie valeur. Tout cela avait complètement disparu. Leurs larmes, leurs supplications, leurs tentatives désespérées de manipuler mes émotions en utilisant l'illusion toxique de la loyauté familiale s'écrasaient entièrement contre l'armure absolue de mon indifférence. Ils n'étaient plus que des étrangers pour moi désormais. Des étrangers pathétiques se noyant dans les conséquences de leur propre vanité suprême. Je n'ai même pas pris la peine d'écouter le reste des pleurs hystériques de Valérie ou des promesses égoïstes d'Amélie. J'ai appuyé sur le bouton supprimer, effaçant définitivement ces excuses fausses et désespérées de mon appareil sans même terminer le fichier audio. J'ai sélectionné la liste entière des 57 appels manqués et j'ai effacé le journal sans une seule seconde d'hésitation, gommant leur panique de ma vie. La musique classique continuait de jouer doucement en fond sonore pendant que je prenais une gorgée lente et satisfaisante de mon café noir, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine. J'ai tapé sur l'écran une dernière fois, ouvrant l'application Instagram. Il était temps de boucler la boucle. J'ai posé ma tasse de café en céramique sur le fraisilo en marbre, regardant le liquide sombre onduler légèrement sous l'effet du mouvement. J'ai tendu la main et j'ai ramassé mon smartphone crypté, déverrouillant l'écran d'un geste fluide et sans effort. Le centre de notification était un cimetière chaotique absolu d'ego brisé et de fierté en lambeaux. 57 appels manqués empilés dans une colonne rougeoyante, représentant des heures d'appels incessants et frénétiques. J'ai fait défiler lentement les historiques, lisant la chronologie de leur plongée totale dans la folie. Henri avait appelé en premier, ses premiers messages vocaux dégoulinant de son autorité agressive habituelle, exigeant que je réponde au téléphone et que je répare l'embarras public que j'avais causé. Mais au fil de la nuit, et alors que la réalité de son expulsion imminente s'installait, son ton s'était violemment transformé en supplication pathétique et tremblante. Il a laissé des messages vocaux proposant de négocier son propre départ, me suppliant de ne pas l'humilier devant ses anciens collègues de la banque. Valérie avait envoyé un mur impressionnant de SMS s'appuyant lourdement sur la culpabilité religieuse et la manipulation maternelle, me suppliant de me souvenir de la Bible et d'honorer mes parents, ignorant complètement le fait qu'elle m'avait jeté dans une tempête glaciale 5 jours auparavant. Puis venaient les messages d'Amélie, une belle et poétique démonstration de trahison absolue. Ma sœur en or avait envoyé plus de 20 SMS en rafale, jetant entièrement son mari de la finance sous le bus. Elle tapait frénétiquement que Cédric était une fraude absolue, qu'il l'avait manipulé dans un faux mariage, et qu'elle était prête à demander le divorce le matin même si je la laissais rester dans le manoir ancestral et garder ses voitures de créateur.
Et tout au fond de la pile de notifications se trouvait une série de messages profondément humiliés de Tristan. L'ex-petit ami arrogant qui avait ri de ma prétendue situation de sans-abri rampait maintenant sur ses genoux numériques, implorant une seconde chance pour présenter sa start-up en faillite, me suppliant de ne pas déclencher l'audit de l'AMF qui garantirait sa peine de prison fédérale. J'ai regardé cette mosaïque numérique massive de leur terreur absolue. Je n'ai pas ressenti une seule once d'empathie ou de loyauté familiale résiduelle. J'ai simplement appuyé sur les boutons latéraux de mon appareil, capturant des captures d'écran immaculées et en haute définition de chaque message de supplication pathétique et de chaque liste d'appels manqués désespérés. J'ai documenté l'intégralité de leur crise de panique, préservant leur humiliation ultime avec une précision mécanique et froide. Les personnes qui avaient ri de mes bagages pleuraient maintenant dans ma boîte de réception, et j'allais m'assurer que toute la ville de Paris sache exactement ce qui s'était passé. J'ai ouvert l'application Instagram, l'interface lumineuse contrastant avec la toile de fond moderne de mon paisible Penthouse. La même plateforme numérique qu'ils avaient instrumentalisée pour exécuter publiquement ma réputation 5 petits jours plus tôt reposait désormais fermement entre mes mains, chargée de l'artillerie lourde de leur propre destruction. J'ai tapé sur l'icône de l'appareil photo pour créer une nouvelle story, sélectionnant la galerie de capture d'écran que je venais de réaliser. J'ai soigneusement disposé les images sur l'écran, superposant les textes de supplication pathétique d'Henri avec la trahison désespérée de son mari par Amélie, créant un collage magnifique et indéniable de leur massacre financier et social complet. En plein centre de l'écran, j'ai placé la liste massive des 57 appels manqués, soulignant le volume pathétique et impressionnant de leur panique. J'ai sélectionné l'outil texte, le curseur clignotant régulièrement au-dessus des preuves de leur ruine. Je n'ai pas tapé une diatribe en colère ou un paragraphe défensif. Je n'avais pas besoin d'expliquer les acquisitions complexes de mon fonds d'investissement ou les expulsions légales au grand public. Le silence et les captures d'écran parlaient des volumes plus forts que n'importe quelle explication ne le pourrait jamais. J'ai simplement tapé une seule phrase brutale qui reflétait la légende cruelle exacte qu'Amélie avait utilisée pour se moquer de mon départ. La parasite de 31 ans est très occupée aujourd'hui. Veuillez laisser un message après le bip. Les mots étaient là, nets et mortels, un cercle complet parfait et poétique de justice absolue. Ensuite, je suis passé à la fonction d'identification, m'assurant qu'il n'y avait absolument aucune échappatoire possible au rayon d'explosion de cette humiliation publique. J'ai tapé le pseudo d'Amélie, l'alliant directement à la publication. J'ai tapé le pseudo de Cédric, m'assurant que ses derniers amis et finances brosse voient les SMS de sa femme le jetant au loup. J'ai tapé le pseudo de Tristan, pour que tous les investisseurs technologiques auprès desquels il se vantait le voient ramper devant la femme qu'il prétendait sans ambition. Et enfin, j'ai tapé le pseudo de tante Brigitte, m'assurant que la pire langue de vipère de la famille soit rattachée de force au naufrage public du navire familial. J'ai jeté un dernier coup d'œil à ce chef-d'œuvre numérique. C'était brut, parfait et entièrement dévastateur. Sans une seule seconde d'hésitation, j'ai appuyé sur le bouton publier. L'anneau de téléchargement a tourné pendant un bref instant avant que la story ne soit en ligne, projetée dans les fils d'actualité numérique du même cercle d'élite parisien qui avait joyeusement ri à mes dépens plus tôt cette semaine. Je suis resté assise là, regardant les métriques de vue commencer à grimper presque instantanément. En quelques secondes, les chiffres sont montés en flèche alors que les riches dames de la paroisse, les politiciens de premier plan et les mondains locaux ouvraient la notification et haletaient devant le renversement de situations stupéfiants. La façade soigneusement construite de l'excellence bourgeoise, l'image immaculée et intouchable de l'héritage de la famille a été instantanément incinérée dans la lumière aveuglante de la vérité. Leurs amis du cercle privé lisaient maintenant Amélie suppliant d'abandonner son mari pour sauver ses voitures. Ils lisaient Henri, suppliant la fille qu'il avait reniée de ne pas lui prendre son manoir. La narration était modifiée de façon permanente et violente. L'élite de la paroisse, les membres du conseil d'administration des cercles privés, les organisateurs de galas de charité. Chaque personne qui avait loué le message d'amour vache de Valérie fixait maintenant la preuve indéniable que la famille était une fraude complète et totale. Il n'y avait aucun retour possible après un tel niveau d'exécution sociale publique. Ils avaient voulu utiliser Internet pour faire de moi la risée de tous, et je venais de l'utiliser pour cimenter définitivement leur héritage comme les fraudes les plus pathétiques de toute la ville. J'ai navigué vers les paramètres de profil, me déplaçant à travers les menus numériques avec une finalité glaçante et absolue. J'ai ouvert le profil de Valérie, ignorant les fausses photos sur papier glacé de ses récents déjeuners de charité, et j'ai appuyé fermement sur le bouton rouge bloqué, confirmant l'action sans un seul clignement d'œil. Je suis passé au profil d'Henri,
coupant le lien avec l'homme qui m'avait jeté un billet de 100 € froissé sur la poitrine. Bloqué. J'ai ouvert la page d'Amélie, faisant taire la sœur adorée qui s'était moquée de mes larmes. Bloqué. J'ai éliminé Cédric, Tristan et tante Brigitte en succession rapide, coupant leur ligne de vie numérique et les enfermant définitivement à l'extérieur de mon univers. J'ai balayé vers le bas sur mon panneau de contrôle et j'ai basculé le téléphone en mode ne pas déranger absolu, réduisant l'appareil au silence complet. J'ai jeté le smartphone face contre le comptoir en marbre froid, coupant entièrement ma connexion avec le terrain vague toxique de mon ancienne famille. Les lourdes chaînes étouffantes des 31 dernières années se sont complètement dissoutes, laissant derrière elles un vide expansif et brillant de potentiel illimité. J'ai ramassé ma tasse en céramique et j'ai tourné le dos à la cuisine, marchant lentement vers les immenses fenêtres panoramiques du Penthouse. Le soleil matinal a baigné mon visage d'une chaude lumière dorée, projetant une lueur radieuse sur la ligne d'horizon tentaculaire de Paris qui s'étendait à l'infini sous moi. J'ai pris une longue et lente gorgée du café riche et sombre, laissant les saveurs complexes se déposer sur ma langue alors qu'un sourire authentique et profond s'étalait enfin sur mon visage. La victoire était absolue. La conclusion était définitive, et le profond silence de mon appartement de luxe était le son le plus magnifique que j'ai jamais entendu. Je me suis dirigé vers mon bureau moderne en verre et j'ai ouvert doucement mon élégant ordinateur portable, l'écran s'éveillant sur les graphiques nets et précis d'une toute nouvelle analyse de marché mondial. Une nouvelle cible d'acquisition à plusieurs millions d'euros attendait mon approbation exécutive. Le passé était complètement mort et l'avenir m'appartenait entièrement. La leçon la plus profonde de ce voyage est que votre véritable valeur n'est jamais définie par les personnes qui vous sous-estiment constamment. Lorsque des membres toxiques de votre famille essaient de réduire votre existence pour l'adapter à leur narratif fragile, la victoire ultime ne se trouve pas dans les disputes à grands cris ou les explications larmoyantes. Elle se trouve dans l'exécution silencieuse et implacable. Bâtir votre propre empire vous donne le pouvoir ultime du choix. S'éloigner des personnes qui ne vous aiment que sous condition n'est pas un échec. C'est la forme la plus élevée du respect de soi-même. La véritable libération survient lorsque vous arrêtez de mendier une place à leur table et que vous achetez carrément l'immeuble tout entier.